Bonsoir madame, bonsoir messieurs, merci de votre fidélité. Bienvenue à cette dernière livraison de Tout au clair de cette semaine sur la télévision du Monde. Nous venons davantage dans le cadre de cette émission. Plusieurs sujets sont débattus et depuis le début de cette semaine, nous avons fait le tour de l'actualité. Nous avons parlé de la situation sécuritaire dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Nous sommes revenus également sur la présidentielle en Côte d'Ivoire. À ce jour, nous parlons encore de l'insécurité, notamment dans la capitale politique du Cameroun, Yaoundé, avec cet engin explosif de fabrication artisanale qui continue de s'aimer la terreur dans la capitale politique du Cameroun, Yaoundé. Véritablement, comment comprendre cette situation qui met en mal le vécu des populations dans cette partie du triangle national? Et ce soir, nous nous consacrons davantage à la sortie du ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi, qui apporte des précisions autour de cet engin explosif à Yaoundé, phénomène d'insécurité simple ou alors acte prémédité de terrorisme. La question est au cœur du débat ce soir dans le cadre de cette émission de Tout au clair sur la télévision du Monde, mais également au regard de l'actualité. Nous nous rendrons aux États-Unis où nous parlerons de la présidentielle américaine. Les Américains retiennent tous leur souffle. C'est une première qu'au lendemain de la présidentielle américaine, le nom du futur locataire de la Maison-Blanche ne soit pas connu. Encore quelques États clés ou États purement et simplement restent à remporter pour les deux candidats rivaux, notamment Joe Biden, le démocrate, ou encore Donald Trump, le républicain, car par ailleurs candidat à sa propre succession. Nous en parlerons dans le cadre de cette émission de Tout au clair, mais pour davantage comprendre les tenants et les aboutissants de cette élection présidentielle, les enjeux même de cette présidentielle aux États-Unis, quelle perspective pour le pays de l'oncle Sam, comme on l'appelle affectueusement. Avec nos invités, nous ferons le tour de la question encore ce soir dans le cadre de ce programme. Mesdames, Messieurs, merci de votre fidélité. Bienvenue. Vous le savez, Tout au clair, c'est être une émission interactive. Le débat vous appartient, vous également à la maison. Vous pourrez nous envoyer vos contributions à travers le 6 99 57 30 26, 6 99 57 30 26. Mais vous savez aussi, nous sommes en streaming sur notre page Facebook LTM TV officielle. Vos contributions également là-bas sont attendues. Nous les partagerons le moment venu dans le cadre de ce programme, de ce débat interactif sur la télévision du Monde. Une fois encore, mesdames et messieurs, merci de votre extrême fidélité. Bonsoir. Dans quelques instants, la présentation du panel. Des acteurs politiques triés sous le volet ou alors des historiens du temps présent, du temps passé et du temps futur seront avec nous dans le cadre de ce débat de ce soir sur la télévision du Monde. Avec eux, nous ferons l'analyse, le commentaire, le décryptage de cette actualité majeure. Je voudrais également le préciser. Ce jeudi, le Premier ministre chef du gouvernement, au nom du président de la République, Paul Biya, va présider les cérémonies d'obsèques officielles des 7 enfants massacrés à Kumba. Mais alors que le Premier ministre du gouvernement était annoncé dans le sud-ouest du Cameroun, une horde d'individus lourdement armés ont fait irruption dans un établissement scolaire. Ils ont par ailleurs déshabillé complètement les dits apprenants et puis les ont refoulés vers leur domicile respectif, mettant en sac et en feu le dit établissement. Les éléments de défense et de sécurité ont immédiatement rappliqué dans cette localité pour davantage permettre à ce que la sérénité et la quiétude puissent être de retour à Malfort, cette alimbé dans le sud-ouest du Cameroun. Notre situation préoccupante au regard de ce qui prévaut dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Nos acteurs vont nous accompagner ce soir autour des deux principaux sujets posés sur la table du débat, notamment la présidentielle américaine, mais également, au-delà de cela, l'insécurité ou alors le terrorisme dans la capitale politique du Cameroun. La question est donc au cœur du débat parmi les sujets à évoquer dans le cadre de cette émission de ce soir. Et parmi nos invités, on le retrouve avec beaucoup de plaisir, c'est le directeur de publication d'Europe Plus qui est avec nous ce soir, Michel Moussala. Bonsoir, bienvenue encore à Tout au clair.
Bonsoir Frédéric, bonsoir à tous les panélistes, bonsoir à tous les téléspectateurs. C'est un plaisir partagé de me retrouver ce soir, comme d'habitude, à cette émission. Mon courrier de tout au clair, je suis consultant ici, mais je pense que nous aurons bien des choses à dire. Je pense souhaiter... Je n'ai pas pu être là pendant les émissions précédentes, compte tenu du contexte. Je présente à toutes les familles si durement éprouvées dans le cadre de ce qui s'est passé dans le sud-ouest. Toutes les condoléances de la rédaction du journal Le Repousse, ce que j'avais déjà fait dans le Canard, mais plus encore sur cette émission. Je pense qu'il faut bien que les gens comprennent à un moment donné le sens de la vie. Parce qu'il n'y a rien qui puisse, en quelque sorte, remplacer la vie. On ne détruit pas ce qu'on ne peut pas fabriquer. On peut détruire un avion, on peut le configurer, on peut refaire un avion scientifiquement, une voiture, on peut détruire, on peut la refaire, mais une vie humaine, elle n'est pas remplaçable. Et c'est qu'elle reste. Et je pense que c'est l'occasion pour moi de dire aux gens, j'ai eu à mettre à l'effet de reportages dans des pays dans lesquels il y a eu des guerres, il y a eu des conflits. Je n'ai jamais vu cette sauvagerie humaine sur les enfants. Et je pense que c'est pour moi l'occasion de condamner une fois de plus les actes qui ont été posés au sud-ouest. Merci à vous, Michel Moussa, de nous retrouver dans le cadre de Tout au clair sur la télévision du monde. À votre gauche, un acteur politique, avocat au barreau du Cameroun. Il représente le mouvement pour la renaissance du Cameroun, le MRC. Maître Richard Tamfou, bonsoir. Bonsoir Frédéric, bonsoir mes co-panélistes, bonsoir à tous vos auditeurs qui nous suivent à ce moment, bonsoir à tous les Camerounais. Et par ma voix, si vous le permettez, la voix du MRC, nous continuons déjà à condamner toutes ces violences, ces traitements inhumains, dégradants que nous continuons de vivre dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Et il y a de cela quelques semaines, nous avons vu le massacre cruel des jeunes élèves. Et après quelques temps, nous avons eu des incidents de kidnapping au niveau du nord. Et en fin de journée, nous observons le cas de Limbé. Vraiment, ce sont des actes que nous condamnons au RNC avec la dernière énergie. À peine, on n'a même pas encore enterré les enfants que nous avons perdus au massacre de combat. Et nous continuons à vivre vraiment dans l'insécurité. Vraiment, nous ne comprenons pas vraiment quel est ce genre de revendication qu'on ne peut pas facilement résoudre ou bien comprendre le bien fondé. Donc, au cours de l'émission, nous avons dans d'autres plateaux de télévision, nous avons exprimé nos sincères condoléances envers les familles qui ont perdu leurs proches. Et c'est seulement nous disons vraiment que ce régime qui est en position, qui est en place de gouverner dans ce pays aujourd'hui, vraiment qu'elle prenne ses responsabilités. Nous ne voulons plus vivre ce genre de choses. Vraiment, si le régime en place est épuisé, vraiment, il faudra qu'elle assume, qu'elle dise vraiment je suis incapable et que je démissionne, parce que nous vivons des scènes d'insécurité au quotidien. Combien de gens nous allons encore accepter de perdre? Combien de gens nous allons voir les êtres humains être déshabillés, présentés avec des traitements vraiment inhumains? Vraiment, moi je pense qu'il n'y a aucune personne aujourd'hui, hormis du gouvernement, qu'on peut tenir de responsable. Vraiment, c'est elle le principal responsable. Merci à vous, Maître Richard Tamfou, d'être là ce soir. Je rappelle que vous êtes le représentant du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Vous êtes par ailleurs avocat au barreau du Cameroun. Un autre avocat qui est avec nous ce soir, il est militant au sein du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le RDPC. Il fera également le débat avec nous dans le cadre de cet échange ce soir sur la télévision du monde. Lui, c'est Maître Georges Tegen, que nous recevons avec beaucoup de plaisir. Maître, bonsoir. Bonsoir téléspectateurs, toujours nombreux. Bonsoir mes companélistes. Merci de m'accueillir. C'est un plaisir d'échanger avec vous. Permettez-moi également de joindre ma voix à celle des autres pour dénoncer et condamner avec la dernière énergie les actes de barbarie, les actes d'atteinte au droit à la vie, les actes d'atteinte au droit à l'école. Ce sont deux droits qui sont ainsi mis en cause, le droit à l'éducation et le droit à la vie. Nous devons tous
avec la d'énergie, dénoncer ces actes regrettables qui remettent en cause les principes ou alors les droits élémentaires de chaque citoyen, les droits élémentaires et surtout les droits des enfants. C'est malheureux que les enfants qui sont les innocents soient ainsi attaqués. Nous devons, après avoir présenté nos condoléances aux familles du homme éprouvé, dénoncer ces ordres de malfrats qui agissent soi-disant pour une prétendue sécession, soi-disant dans l'intérêt de certaines personnes qualifiées d'anglophones. Il me semble qu'il ne faut pas confondre le combat. Le combat n'est pas celui des anglophones. Les anglophones ne s'associent pas à ces combats qui sont regrettables et qui sont à dénoncer, qui sont à décrier. Et nous souhaitons que ces individus qui agissent tapis dans notre, qui croient en la République, qui croient aux valeurs, qui reviennent dans la République, et nous leur disons qu'ils bénéficient également, nonobstant leurs actes regrettables, de ce qu'on appelle le principe de la présomption d'innocence. S'ils se comportent comme ils se comportent, nous nous accordons pas avec eux, mais qu'ils sachent qu'ils sont dans un État avec des principes républicains, avec des règles primaires qui sont toujours observées. Et nonobstant tout ce qui se passe, nous continuons à rester la tête sur les épaules. D'accord. Merci à vous, Maître Georges Teguienne, d'être avec nous dans le cadre de ce débat. Nous retrouvons également avec beaucoup de plaisir notre consultant, l'autre consultant qui est avec nous, Abel Eline Dulobet. Abel, bonsoir. Bonsoir. Des enfants ont été mis à nu aujourd'hui à Bindé, chassés de leur école, leur demandant de rentrer à la maison, de ne plus y mettre pied surtout. Est-ce qu'on peut comprendre finalement ce qui se passe dans le nord-ouest, le sud-est? Vous posez cette question tous les jours et tous les jours, on vous dit la même chose. Vous devez aussi évoluer et ne plus poser ces questions. Pourtant, ça se passe toujours de la même manière. Le fait que les actes criminels se produisent dans le cadre de cette crise avec les prédications que les responsables du MRC, quelques personnes tiennent partout sur les plateaux de télévision à l'effet d'aggraver cette crise. Vous avez entendu le représentant du MRC l'a condamné d'entendre ce qui s'est passé dans le nord-ouest, dans le sud-est. Ces condamnations ne demandent pas à ceux qui ont pris les armes de les déposer et d'arrêter ces activités mafieuses et criminelles, ça ne sert à rien. Mais M. Libi, c'est pas le MRC, c'est pas le MRC. Monsieur Libi, c'est pas le MRC qui a aggravé cette crise. Je ne peux pas permettre, lorsque vous dites que le MRC encourage, parce que c'est pas le MRC qui est au pouvoir. C'est pas le MRC qui est au pouvoir. Et dans les sorties du MRC, je pense pas que la meilleure sécurité condamnée. Je ne sais pas au pouvoir et vous encouragez. Je ne peux pas dire des choses. En entrant, j'ai entendu votre discours. Très bien. Qui est un discours éculé et qui a un seul intérêt, c'est que vous voulez être un acteur d'un conflit dans lequel on croyait que vous n'êtes pas impliqué. Un conflit, vous êtes sécessionniste. Nous avons toujours condamné. Vous êtes sécessionniste. Nous avons toujours condamné. Vous ne me répondez pas, je vous demande parce que... S'il vous plaît. Je vous demande parce que vous êtes venu faire quoi ici? Vous ne me posez pas de questions. Vous êtes sécessionniste. C'est ça le débat. Le débat au Cameroun, je ne voulais pas pris votre parole, vous avez pris la mienne. Donc le débat au Cameroun, c'est que certains anglophones, que nous croyons être des Camerounais, et qui disent qu'ils ne sont pas Camerounais, ont pris des armes et veulent couper une partie du Cameroun. Pour y parvenir, ils tuent, ils découpent, ils abîment les établissements publics, ils gâtent les équipements de la nation camerounaise. Pendant qu'on s'efforce de faire entendre raison à ce type d'individus, vous avez des Camerounais comme ceux-ci qui viennent expliquer que c'est le gouvernement qui est responsable du fait que les gens veulent faire la sécession. D'accord. C'est de ça qu'il est question. Alors, ces gens qui viennent nous expliquer ça, il est temps que le débat cesse d'être superficiel et aérien et que chacun prenne les responsabilités qui sont les siennes. Moi, je suis du camp de ceux qui disent que tous les Camerounais doivent se mettre d'un même côté pour dire à ceux qui ont pris les armes de déposer ces armes. Il n'y a aucun compromis à ça. Merci beaucoup. Maintenant, ceux qui viennent nous expliquer qu'on doit les appeler au dialogue, que les anglophones sécessionnistes déposent les armes, ceux-là, ils doivent nous expliquer en quoi est-ce qu'ils sont les représentants des sécessionnistes. Merci beaucoup à vous sur la question. On n'a pas ce sujet à l'ordre du jour, mais au regard de l'actualité... C'est d'ailleurs pourquoi je suis venu les mains vides, parce que je ne savais pas que je dois trouver ici des sécessionnistes qui vont venir nous expliquer. Monsieur,
sécessionniste. D'accord, mais nous ne sommes pas les sécessionnistes. Merci, monsieur, merci. Si vous êtes sécessionniste, Merci. À l'ordre du jour de ce soir, je rappelle que nous avons au sujet notamment la situation d'insécurité ou alors une tentative d'attentat terroriste dans la capitale politique du Cameroun et la présidentielle américaine. Et puisque nous sommes au Cameroun, permettez que nous ouvrions avec le sujet sur la situation dans la capitale politique du Cameroun, Yaoundé. Michel Moussala, vous êtes journaliste. De votre point de vue, voilà une 5e affaire de bombe artisanale qui éclate à Yaoundé. Comment est-ce qu'on peut analyser les faits vu de ce qu'on est dans une récurrence de bombes artisanales dans la capitale politique? Bien écoutez, sauf à ce que des informations qui me sont parvenues soient toutes inexactes, parce que j'aurais appris quand même à Douala, le préfet du Boubri, ayant été informé de la présence de la fabrication des armes artisanales à Douala, a fait une descente sur les lieux et puis on a dû mettre la main sur quelques individus. Mais ce n'est pas un fait nouveau. Hein. Je crois que c'est nouveau parce que il y a eu ce qu'on appelle un vide sur une dizaine, une quinzaine d'années où Yaoundé n'a plus vécu ce type de phénomène. Et je peux vous dire que vous pouviez vous rappeler des affaires de la poudrière. J'étais à Yaoundé. La poudrière, c'est un mineur dans un camp réservé à l'armée camerounaise. Je ne sais pas qu'est-ce que vous appelez incident mineur. C'est plus grave quand tu as une poudrière dans un camp militaire qui prend feu par rapport à une bombe artisanale ou à, comment vous appelez ça, qualifié militairement, un truc artisanal qui traîne dans un bar de la ville. Je disais que je voulais rappeler tout simplement, du point de vue historique, qu'il y a eu, à son temps, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que cela s'est passé au quartier général, peut-être que vous vous rappelez pas en 99, 98, entre 98 et 99, oui, du côté de Toudi, il y a de l'autre côté aussi, il y a eu des coups de, il y a des détonations qui ont été entendues, donc historiquement. Donc, en fait, pour votre question, vous avez un problème, c'est qu'il y a une concentration depuis quelques mois, qu'on retrouve dans certains milieux des bombes artisanales qui sont isolées, ou bien d'autres qui détonnent. Moi je pense que il y a un problème sur le plan, peut-être sur le plan sécuritaire. Tout n'est pas, on ne peut pas tout contrôler. Si on s'en tient à constater, ou bien de par les faits, à voir que Yaoundé soit un peu prise en... Et puis il y a des messages, comme vous voyez, les messages qu'on dissimule dans les réseaux, qui disent que bon, quand on aurait fini avec le nord sur le sud-ouest, on ira faire des attentats du côté de Yaoundé. C'est pas très surprenant quand vous voyez dans les réseaux sociaux ce qui est distillé. Il faut faire très attention. Rien ne se fait au hasard. Il faut créer un climat comme celui-là à Yaoundé. Parce que c'est quand même le siège des institutions. On veut un peu écarter le propos qu'avait utilisé monsieur le président de la République lorsque Yaoundé respire, le Cameroun vit. Il faut atteindre des cibles sur le plan stratégique pour comprendre que non, même vous qui pensez que le propos tenu que tant que Yaoundé vit, respire, le Cameroun vit, peut être la cible de ceux qui pensent que pour eux, ils ont un intérêt à voir Yaoundé bouger. Mais aussi, il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu dans le contexte actuel, M. Moutomé. Mes analyses m'amènent à croire que si nous ne faisons pas très attention, il peut avoir, quand vous voyez même les incompréhensions qui se déroulent, c'est la lutte qui se fait sur le plan des clivages politico et des intérêts qui ne sont pas. Moi, je vais tout simplement dire que comment est-ce qu'une ville, les institutions peuvent être stables quand vous voyez des batailles qui se passent au sein de la... Permettez-moi, je fais tout simplement des glissements qui permettent à ce que nous ayons un certain éclairage, parce que il y a tellement de coups bas qui se donnent ces derniers moments entre les membres du gouvernement, entre ce qui se passe entre eux. Je vois ce qui se passe au sein de la FECAFOOT. On a l'impression que, oui monsieur, laissez-moi terminer, monsieur, vous n'allez pas m'empêcher. Pour chercher à savoir d'où vient le mal, Yaoundé est en ébullition, et que si on ne se concentre pas à prendre les choses depuis la base. La base, c'est quoi? C'est que qu'on tienne compte qu'à tout moment, Yaoundé peut vivre des phénomènes
comme celle-là, est-ce qu'on a relâché sur le plan sécuritaire pour qu'on en retrouve dans des zones? Aujourd'hui, on est encore bien chanceux qu'on arrive même à les placer dans des zones souvent, bon, dans un bar, dans un snack, mais quand ça va détonner dans un endroit et ce qui n'est pas souhaitable, il est souhaitable que des choses qui se sont passées à son temps, qu'on revienne à revoir le contexte des dispositions sécuritaires dans la ville de Yaoundé. Il n'y a pas seulement que Yaoundé, parce que le mal du sud-ouest peut se déporter, on arrive à l'est, on arrive dans le sud, et ça va pas arranger les Camerounais comme ça. Alors, Maître Georges Teguem, est-ce que la sécurité est véritablement, permettez-moi l'expression ou la tautologie, est en insécurité? Écoutez, moi j'ai une autre lecture. Il me semble que c'est pas un phénomène d'insécurité généralisée. Dire qu'il y a en ébullition, il me semble que c'est un peu excessif quand même de le dire. Il y a une réalité, c'est que de tels petits ou épiphénomènes peuvent parfois aboutir à plus grave. Mais pour l'instant, moi je pense que c'est encore contrôlable. Et nous ne pouvons pas continuer à observer sans dénoncer. Nous devons déjà commencer chacun à son niveau par dénoncer de tels comportements et rappeler que la société démocratique pour fonctionner a besoin d'ordre et de sécurité. Ça commence par là. Et ensuite, il faut peut-être faire observer que les gens qui instrumentalisent ces jeunes, parce que je suis presque certain que c'est généralement les gens qui sont dans des situations d'oisiveté, qui sont responsables de telles situations. Il me semble que le gouvernement de la République doit réactiver des projets comme le PIACI, si déjà ça ne fonctionne plus. Il faut peut-être réactiver des activités comme le PAGEP également, réactiver également un ensemble d'efforts qui sont faits au niveau du ministère de l'Agriculture, au ministère de l'Élevage, pour amener les jeunes à s'occuper. Il y a également un ministère qui est très important, le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle. Je pense qu'il faut commencer à former les jeunes. Il faut leur donner une formation, si vous voulez, professionnalisante, si vous voulez, pour permettre à chacun de pouvoir s'employer et de pouvoir créer la richesse. Parce que lorsque les jeunes commencent à travailler et créer la richesse, ils n'ont plus intérêt à se comporter tel que nous l'avons observé ces derniers jours à Yaoundé. Lorsque l'on parle du cas de la poudrière, il me semble que c'était un événement qui, bien qu'ayant fait beaucoup de bruit, était un événement presque involontaire. Ce qui n'est pas le cas de ce que nous observons ces jours-ci. Il me semble que c'est un message des jeunes, c'est un message d'un ensemble de nos concitoyens. Et ce que nous devons faire, ce n'est pas toujours penser à toute sécurité. Je pense que quelquefois, on doit penser plutôt à agir en amont. On doit penser à agir en termes de formation, en termes d'éducation des masses. Parce que si les masses sont éduquées, si les masses sont formées, les masses même vont constituer les ceintures de sécurité. Parce que lorsque les gens commencent à produire la richesse, commencent à travailler, chacun pense déjà à sa propre sécurité et en faisant sa propre sécurité, fait celle du voisin. Donc moi je pense que c'est un phénomène qu'il faut dénoncer déjà, pour me reprendre. Commencer par le dénoncer et rappeler à chacun que la société démocratique a besoin d'ordre de sécurité. Maintenant, je vais pour terminer inviter également les conseillers municipaux à jouer leur rôle, parce que ils sont des élus. Ça veut dire qu'ils ont un fief électoral. Il faut bien qu'ils descendent auprès des électeurs pour leur rappeler qu'il y a des règles, il y a des valeurs, et il n'est pas normal que de tels phénomènes se produisent, notamment à Sam, non loin de la mairie de Yaoundé 3. Alors, Maître Richard Taboufou, peut-on considérer ce qui se vit à Yaoundé, qui a également eu éclat à Douala au niveau de la société camerounaise des pétroliers, la SDP. D'ailleurs, le gouverneur de la région littorale s'était rendu sur le terrain pour aller constater par lui-même ce qui se passait de ce côté-là. Mais peut-on considérer ces phénomènes de bombes artisanales comme des épiphénomènes? C'est le point de vue de Maître Georges Teguem, votre confrère. Non, moi je ne pense pas cela. Et vraiment, il faut qu'on soit honnête en soi. Ce n'est pas parce que peut-être nous voulons avoir des perdièmes en politique ou bien des rapprochements avec le pouvoir pour dire n'importe quoi. Je pense que depuis que le MRC ou bien depuis que ces événements du Nord-Ouest et du Sud-Ouest ont commencé, le MRC ne va jamais s'associer avec des actes sécessionnistes ou bien la barbarie que nous vivons. Moi je dis et je répète que la sécurité de ce pays appartient à celui qui a pris son serment aux dernières élections présidentielles. Et ce n'est pas le MRC, comme pour eux c'est facile de dire le MRC. Le MRC n'a jamais encouragé et ne va jamais encourager.
la sécurité des biens et des personnes appartient à ceux qui sont au pouvoir actuellement. Et ne doit faillir en aucun cas. Ce que nous vivons actuellement est la preuve concrète que nous assurons la sécurité par... Nous ne pouvons pas assurer la sécurité des Camerounais. On a des incidents ici, des incidents par là. Et on veut faire croire dans ce plateau que c'est le MSC, vraiment. Ayons honte de ce qu'on dit. Les gens nous écoutent. C'est pas le MSC qui doit assurer la sécurité des Camerounais. C'est pas le MSC qui est au pouvoir. C'est le RDPC qui est au pouvoir. Et le président doit assurer cette sécurité des personnes et des biens. Donc si aujourd'hui nous décrions des incidents ici et par là, c'est parce que vraiment il y a un problème. Le mal est profond. Parce qu'à chaque crise, au lieu qu'on réfléchisse, comment est-ce que, ou bien essayer d'écouter d'autres adversaires politiques, on essaye de vouloir jouer, je ne sais pas à quoi. On cherche les pays. Vous cherchez les pays. S'il vous plaît. C'est mieux de dire aux Camerounais que c'est que vous chassez de la table des perdiens, vous êtes devenus des opposants. S'il vous plaît, vous attendez votre tour de parole. Vous attendez votre tour de parole. Non, ne pas du tout, monsieur Limbi. Attendez votre tour de parole. Vous prenez la parole juste après lui. Vous aurez le temps de contredire ses arguments. S'il vous plaît, merci beaucoup, monsieur Limbi. Il n'a pas d'argument. Non, il a ses arguments. Vous attendez sur votre tour de parole. Merci beaucoup. Le temps fou. Je disais que la responsabilité ne doit pas incomber au MSC. Le MSC est un acteur politique. Le MSC est là pour surveiller les actions de ceux qui sont aux commandes aujourd'hui. De même, quand le MSC sera au pouvoir, ceux du RDPC ou bien ceux qui sont de M. Limbi vont pouvoir aussi critiquer. C'est tout à fait normal. On va faire c'est tout à fait normal. Voilà. C'est tout à fait normal. Parce qu'elles sont prévues par les lois de ce pays. Non, plus de loi ne prévoit. Je dis, laissez-moi développer. Souffrez. Voilà. Les lois de ce pays le permettent. Que nous tous nous lisons. Voilà. Dans votre temps de parole, monsieur Limbi, s'il vous plaît. Les lois de ce pays permettent les manifestations publiques, les réunions publiques. Vous chassez le président. Les lois de ce pays permettent des manifestations publiques, des réunions publiques. Bon, j'étais en train de dire donc, vraiment, ne cherchons pas le midi à 14h. Moi, il faut qu'on arrête avec tout ce blasphème. Le seul responsable ici, c'est ceux qui sont aux commandes. Et il y a une crise d'insécurité qui dure déjà de plusieurs années, qui est en train de prendre des tournants que personne n'est en train de maîtriser. Mais nous avons vu ce qui se passe à Fundong. Ceux qui ont attaqué à Limbe, notre sécurité était où? Ceux qui ont attaqué à Kumba, notre sécurité était où? Quand on nous prend tous les jours que non, faut pas vous inquiéter, on assure votre sécurité et tout et tout. Donc pour dire que le mal est profond et il est temps qu'on essaye de faire un rétro-pédalage. On se scanne pour voir est-ce que nous sommes toujours en capacité de pouvoir gérer ces pays. Alors, l'incident s'est produit dans un bar situé au lieu-dit Carrefour Columbia. C'est ensemble. Des blessés ont été enregistrés dans cette partie du Cameroun, mais c'est une récurrence. À Mokolo également, il y a eu une explosion. On a stoppé les activités au ministère de la fonction publique et de la réforme administrative pour un objet suspect qui aurait, et qui a d'ailleurs mobilisé la gendarmerie nationale, les équipes d'intervention de ce type de situation. Pourtant, il n'en était rien. Donc, il y a cette psychose qui semble se généraliser dans la capitale politique du Cameroun, Yaoundé. Ça me rappelle l'époque à l'Europe des brigades rouges. Ça me rappelle l'époque des brigades rouges. N'en déplaise à ceux qui, par illumination spontanée, sont devenus des acteurs politiques aujourd'hui. Mais à l'époque des brigades rouges, on avait un groupe idéologique qui estimait qu'il devait implémenter son idéologie à travers l'Europe. Et pour cela, ils ont pris des armes. Et ils essayaient d'essaimer, de reprendre le terrorisme partout où ils pouvaient. Et vous avez vu que on a tenté de poser, on a même posé des bombes à Paris. On a posé des bombes en Italie.
on a posé des bombes un peu partout. L'histoire du monde nous montre que c'est la mécanique du terrorisme. Le terrorisme, lorsqu'il s'exerce quelque part et que les terroristes n'obtiennent pas gain de cause, ils ont tendance à élargir le spectre de leur action. C'est une bataille permanente entre les forces du mal, soutenues par le MRC, et les forces du bien que représente le gouvernement et l'armée camerounaise. Et surtout, il faut bien stigmatiser les acteurs. Quand c'est des dissidents du régime qui mangeaient, qui avaient la sardine et l'huile, et ils ont fini par manger même les boîtes de sardines, quand on les chasse, ils deviennent des opposants et ils veulent qu'on se lie à une lutte qui n'a rien à voir avec la lutte de l'opposition. Est-ce qu'on est dans le sujet? On est dans le sujet. Je suis en train d'expliquer le phénomène de dissémination du terrorisme. Et ça, on n'a rien à apprendre à personne. Je crois que les responsables de la sécurité au niveau de l'état-major général des armées, de la gendarmerie, de la police, les gens savent très bien qu'il faut s'attendre à ce que ceux qui installent le Cameroun dans la terreur pour faire entendre leur opinion politique, qu'ils ne le feront pas seulement au nord-ouest et au sud-ouest, ils ne le feront pas seulement là-bas. S'ils ne sont pas parvenus jusqu'ici à déplacer le théâtre de leurs opérations, c'est tant mieux, c'est grâce à l'efficacité des forces. Et ces forces savent que ces gens vont essayer, autant faire ce peu, de déplacer le spectre ou de réagir le spectre. Quand j'ai fini de dire ça, je veux dire à tous ceux qui nous écoutent que la sécurité publique, la sécurité, la politique de sécurité, elle est du ressort du gouvernement. Mais elle ne doit pas laisser les citoyens qui peuvent être des victimes indifférents. C'est pour ça que la collaboration des citoyens est de mise. Et ça, c'est partout dans le monde. Il ne faut pas croire que les citoyens restent, ils n'ont pas leur responsabilité là-dedans, et on vient nous servir des discours vains ici pour expliquer qu'il appartient au gouvernement d'assurer notre sécurité. Oui, il appartient au gouvernement de définir la politique, mais il n'appartient à aucun citoyen d'être un obstacle à la mise en œuvre de la politique de sécurité. Il n'appartient à personne, fût-il un parti politique ou militant de parti politique, de développer un climat qui fait obstacle au déploiement de la politique du gouvernement. Quand vous serez au gouvernement, vous du MRC, vous ne voudrez pas que les gens à longueur de journée créent les conditions pour que la population qui bénéficie de la politique de sécurité n'adhère pas et s'oppose à la mise en œuvre de cette politique de sécurité. C'est ça le rôle trouble que vous jouez. Alors, et on n'a pas peur de vous le rappeler. Est-ce que quand vous avez cassé les ambassades, ce n'est pas pour faire de la sécurité. Il ne s'agit pas de ça. Est-ce qu'en regardant la situation du Yaoundé, on a le sentiment que le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun se sont déplacés ou simplement ce sont des hordes de malfrats, de bandits qui essayent davantage de mettre à mal la politique de sécurité dont évoquait M. Limbi il y a quelques instants? Bon, écoutez, je m'évite d'exagérer en disant que ce qui se passe au nord-ouest et au sud-ouest, c'est de porter sur Yaoundé. Non, je pense qu'il y a des épiphénomènes comme ça qu'on peut juger opportunément. Vous voyez, hein, moi je dis tantôt qu'il peut y avoir des glissements à l'entame de ce débat, j'ai dit qu'il peut y avoir des glissements. Je vous ai tenu parole de ce que le chef de l'État avait dit, il a dit que tant que Yaoundé respire, il y a des gens qui peuvent mettre au défi, hein, un peu voir si du côté de Yaoundé on peut aller poser des tentacules, question de déstabiliser un peu le sommeil dans la capitale politique camerounaise. Non, ce n'est pas aussi facile. Vous savez, le système de renseignement peut être dans plusieurs formes. En réalité, comme disait mon cher ami Limbi Lobé, nous connaissons dans chaque quartier, nous habitons tous les quartiers. Si celui qui habite Makepe, Bonamoussa, Bonaberi et tout, peut avoir une idée de l'environnement dans lequel il vit. Et que même dans le sud-ouest ou le nord-ouest, si les parents, les habitants de ces coins veulent dénoncer tous ces gars qui sont dans les plantations, dans les brousses et qui viennent s'aimer la terreur, on peut les retrouver. À Yaoundé, je dis bien que ne pensez pas, Yaoundé n'est pas
comme Douala, tout comme Douala. Vous savez, nous sortons de ce débat, nous prenons des routes isolées. En réalité, on ne peut pas poser un gendarme derrière chaque Camerounais. Il est impossible de le faire. L'opérationnalité n'est même pas possible. Même en Europe, vous avez vécu la dernière scène d'un professeur. On en est arrivé à mettre la main sur lui à la suite d'un commentaire fait assez. Donc, vous ne pouviez pas, dans un contexte comme le nôtre, nous avions des frontières qui sont du côté, vous n'avez qu'à prendre la surface frontalière du Cameroun avec nos pays voisins, le Gabon, le Tchad, la Centrafrique, le Congo, et la perméabilité de nos frontières. C'est possible que les gars viennent, et quand vous constatez, vous verrez que dans certains coups, c'est parce que nous n'avions pas souvent le temps de faire des reportages dans les commissariats le matin pour que nous ayons... Si les commissariats communiquaient, on verrait bien que dans certains coups que nous avions dans la ville de Douala, vous trouverez bien des étrangers non identifiés qui se retrouvent dans les zones... Est-ce que vous voulez nous dire de là que ce sont des étrangers qui sont les auteurs? Ce n'est pas... Non, je fais allusion au fait qu'il s'est passé beaucoup de choses entre-temps où on a trouvé bien des étrangers infiltrés. Donc, je vais dire tout simplement que si on renforce le mécanisme de renseignement, tout ce qui concourt à ce que ça crée une stabilité dans une ville comme Yaoundé, j'imagine que vous n'imaginez pas la forte concentration des forces de défense qui y vivent, l'armée dans toutes les formes, la police dans toutes les formes. Je veux dire qu'il peut avoir des glissements de quelques individus pour venir créer un climat comme celui que vous en faites allusion aujourd'hui. Mais Yaoundé n'est pas facilement une ville dans laquelle on peut poser un acte isolé, mais je ne pense pas que le contexte de Yaoundé et du sud-ouest et du nord-ouest se déplace et pouvoir entamer la sérénité de la ville de Yaoundé. Alors une ville particulièrement sécurisée, Maître Georges Tegami, acte isolé ou alors acte prémédité, là encore reste toute la question, mais la ville de Yaoundé, Michel vient de le dire, est particulièrement sécurisée. Et après une série de bombes artisanales qui ont explosé, on a renforcé la sécurité, mais pourtant Yaoundé a encore vu une autre bombe exploser. Permettez-moi de dire d'abord aux représentants du MRC sur ce plateau que la sécurité n'est pas une affaire du gouvernement seul, c'est une affaire de tous. Je l'ai dit tantôt, c'est-à-dire qu'il ne faut pas toujours réfléchir en termes de tout sécuritaire. La sécurité, ce n'est pas le policier habillé. La sécurité, c'est aussi vous. La sécurité, c'est moi, c'est nous tous ici. Chacun à son niveau. C'est pourquoi j'ai dit tantôt qu'il fallait penser à former les jeunes. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent même pas qu'ils ont un rôle à jouer dans le cadre de la lutte contre l'insécurité. Parce que, voyez-vous, si dans un pays, vous comptez simplement sur la police, je prends l'exemple de Yaoundé. Yaoundé peut-être avait 8 commissariats avec le 8e. Aujourd'hui, il doit avoir 19. Parce qu'après, on n'a que le 9e à Mendon, et après, on n'a que le 10e à Bastos. Ils ont créé un certain nombre de commissariats, mais vous voyez que l'insécurité progresse. C'est que les citoyens qui ont parfois des informations de première main ne savent peut-être pas quelle est la valeur de l'information qu'ils disposent. Non, mais parce que ces citoyens font confiance. La première chose dans un pays, et c'est en cela que je ne suis pas d'accord avec le MRC, c'est que je constate que c'est un parti qui a une défiance à l'autorité. Et je l'ai toujours dit, c'est le premier problème que j'ai. Et lorsque vous ne formez pas vos militants, vous ne formez pas les citoyens au respect des valeurs, au respect des règles, au respect institutionnel, un problème commence à se poser. Donc je dis encore une fois, ce qui se passe à Yaoundé aujourd'hui, c'est, il ne me semble pas qu'en mettant, en pensant que l'on peut régler le problème par simplement la police, si vous voulez, a posteriori ou a priori, le problème ne peut pas se régler si chaque Camerounais n'apporte pas sa pierre à la construction de cet édifice. Et c'est pourquoi j'ai insisté dessus tout à l'heure en disant que si nous ne formons pas les jeunes, si nous ne formons pas les citoyens, si nous ne les éduquons pas, et chacun d'entre nous à son niveau, nous n'arriverons pas à obtenir l'objectif qui est recherché par chaque citoyen. Parce qu'il me semble que même ceux qui créent l'insécurité, lorsqu'ils se retrouvent en situation d'insécurité, ils recourent à la police pour demander de l'aide. Donc personne ne veut de l'insécurité. Et si personne n'en veut, chacun doit travailler pour ne pas arriver à l'insécurité. Ceux qui créent les situations d'insécurité, si c'est une question d'oisiveté, j'ai dit, il y a des projets au ministère de l'Agriculture, il y a des projets au niveau du ministère de l'Élevage, il y a des projets au niveau du ministère de la Formation professionnelle, que les sciences se dirigent vers ces institutions qui existent, qu'ils se renseignent. Le président de la République l'a dit. Et il me souvient qu'une année, le président de la République a fait un discours étant dans une plantation.
Alors, ce qu'on s'est pressé de faire, c'est de le présenter comme l'homme ananas. Et pourtant, c'était une image, c'était une façon de rappeler à la jeunesse que vous pouvez également investir sur ce champ. Donc, il me semble que pour lutter contre l'insécurité actuelle à Yaoundé, nous ne pouvons pas penser simplement que la police fera le travail. Non. Et le gouvernement a beau avoir les moyens, mais il ne pourra jamais, et dans aucun pays du monde ça s'est vu, mettre un policier derrière chaque Camerounais. Quel que soit ce que vous ferez, si les citoyens ne s'associent pas, si les citoyens ne collaborent pas, si les citoyens ne comprennent déjà pas qu'ils doivent collaborer, parce que ça commence par ça. Il faut déjà que les citoyens sachent quel est leur rôle. Et pour le savoir, il y a un certain nombre de personnes qui sont nantis d'une certaine éducation, d'une épaisseur intellectuelle, pour leur expliquer ce qu'ils doivent faire pour participer à la lutte contre l'insécurité dans ce pays. Alors, est-ce que le problème au niveau du citoyen qui, lui, ne comprend pas son rôle dans la question sécuritaire, ou alors simplement que le citoyen est délaissé à son propre sort face à des situations d'insécurité? D'ailleurs, on a cette espèce d'insécurité criarde grandissante qui sévit dans les grandes villes, et les populations, d'ailleurs, s'en plaignent au quotidien. Yes, what I have to say is that we are all Cameroonians, and we live in a country. We decided to mandate somebody to assure or secure our security, both our person and our belongings. I know I have my own personal act to take. When I want to talk about personal act, let me just take a practical example to understand that. The students in Cuba, you wanted those students to take their own personal security? No, I say no. It is the state that was supposed to guarantee their security. We are having explosions here and there. Maybe it's another deportation of the ongoing crisis or the ongoing conflict. It is not those people that you want to tell them that, okay, start securing, or if these people are coming with arms, go and fight them. The state has institutions, secret information services who go to the field and gather them, except they are not doing their job. Except we are surprised on every event. What we continue to decry is that the insecurity of persons and their property is on a rise. Are we lacking the personnel? Or are we not having a sophisticated instrument to fight them? That is the problem. And that burden rests on who? It is there in the Constitution. The President of the Republic has to take care of your security and your property. If I live in a country where I feel insecure, then there is a problem. So I should be able to leave this studio, I go back home in security, and that can only be in a state where we are not living into a crisis like what we have today. You cannot travel today from Douala to Kumba because you fear of your security. That is not what we want from a government. I should be able to travel from here to Kumba without having to put bulletproofs. That is why we continue to decry that the insecurity level is taking a rise. And it is high time we reflect on what are the strategies we put in place to end all this crisis, be it political crisis, be it the armed conflict crisis, because what we are living now today, I am sure that even those who are in power do not know who is doing what and who is doing what. Because even among the people who are in office now, a majority of them are there to fuel the crisis. That is what we are saying. D'accord. Alors, monsieur Abel Elimbilobert, le renseignement prévisionnel est davantage mis en mal lorsqu'on voit des engins exploser comme ce fut le cas ensemble dimanche dernier. Donc ça, c'est des jugements péremptoires. Parce que bon, ben, le renseignement prévisionnel ne fonctionne pas. Quel est ce comportement? Comme un élève échoue à l'examen, le système éducatif est mauvais. Vous l'avez souvent décrit aussi, Abel. Ben, l'élève n'échoue pas parce que le système est mauvais. Parce qu'il n'apprend pas ses leçons. C'est tout. Quel est ce raisonnement tordu que les gens veulent avoir? Une bombe a explosé, ouais, le gouvernement est mauvais, il y a l'insécurité, le renseignement populaire ne marche pas. Vous avez
Vous ne voyez pas tous les soirs, vous-même, vous ne diffusez pas des gangs qu'on démantèle. C'est ça l'enseignement prévisionnel. On aurait pu ne pas savoir. On aurait pu ne pas savoir. S'il ne fonctionnait pas, on ne démantèlerait pas les gangs de voleurs de motos, de voleurs de si. L'insécurité, ce n'est pas seulement parce que nous vont artisanal à exploser. Ce que je veux faire savoir aux acteurs politiques, les mauvais, qui ont infiltré l'opposition, parce que j'ai dit ça depuis 3 ans, depuis 2017, que l'opposition camerounaise est gangrénée, elle est malade. C'est de ça qu'il est de l'opposition. Oui, alors c'est de lui que je parle. Non. Moi je parle de vous. Vous êtes du pouvoir? Non, on parle pas. Vous êtes de l'opposition. Oui. Et je refuse, vous refuse comme compagnon de lutte. C'est ça, il dit que même je suis en train de vous refuser comme compagnon. Parce que vous gardez le manger. Vous avez eu 17 milliards. On doit rester affamé quand vous avez liquidé. C'est mieux de dire au Camerounais que nous sommes à mal parce que nous ne mangeons pas. Pourquoi est-ce que c'est moi qui avais la parole. Ok. Quand vous avez élucubré, je ne vous ai pas interrompu. S'il vous plaît, pour vous dire une fois de plus que vous êtes de la mauvaise opposition. Je travaille pour qu'on vous écarte de l'opposition. Allez être autre chose. S'il vous plaît, le sujet avec. J'ai donc dit que cette catégorie de mauvais opposants qui sont entrés dans la scène, parce que dessus, à l'intérieur du régime, qu'ils ont servi, contre lequel nous nous battions, et ils étaient contre nous. Cette catégorie de mauvais opposants a tendance à modifier tous les paradigmes qui devraient guider les analyses objectives. L'opposition n'a pas pour rôle d'empêcher le gouvernement de gouverner. Il faut le savoir. Si vous appartenez à une opposition, c'est ce que vous faites pour autant. Si vous appartenez à une opposition qui peut exister, faire obstacle aux actions du gouvernement, sachez que vous serez combattu de l'intérieur même de l'opposition, parce que tout le monde ne prend pas l'acte ou le service de l'opposition sur ce prisme. Et donc, la sécurité, s'il y a insécurité, les victimes, c'est pas le gouvernement. Mettez ça dans vos têtes. S'il y a des bombes qui explosent partout, c'est vous et moi, symptômes, qui peut décider à tout moment. Moralité, nous devons cerner les causes d'insécurité. Si c'est une insécurité de type politique, comme celle qui règne au nord-ouest, au sud-ouest, qui est alimentée par des acteurs politiques, on traite les acteurs politiques et l'insécurité est résolue. Si c'est une insécurité qui relève de la délinquance ordinaire, il est important d'impliquer les populations. C'est de ça que Maître Tegem parle. Et ce n'est pas seulement Maître Tegem qui le dit. Depuis la nuit des temps dans ce pays, pendant le maquis, pour ceux qui n'ont pas connu le maquis, les populations ont été mises à contribution pour juguler le maquis. Il ne faut pas croire que faut pas venir dire aux gens ici que moi je suis citoyen, j'ai le droit seulement de marcher, libre, de manger, monter, descendre comme bon il me semble, avoir les informations, ne pas les diffuser parce que ce n'est pas mon travail. Et demander à l'État de faire ce travail lui seul. La sécurité, elle est dirigée, elle est organisée par le gouvernement, tout comme l'activité économique est organisée par le gouvernement, tout comme l'activité éducative est organisée par le gouvernement. Mais une fois que le gouvernement a défini sa politique, il est de bon ton dans tous les pays du monde que tous les citoyens participent à la réussite de l'action gouvernementale. Et j'ai l'impression que, et c'est là que je me sépare de cette catégorie de gens qui, après avoir soutenu M. Biya pour que M. Biya reste éternellement au pouvoir, sont stupidement surpris que M. Biya est au pouvoir. Et ils sont dans le cadre des actions qu'ils croient légitimes en tant qu'opposition. Ils mettent toute la nation justement en insécurité. Quand des gens décident d'organiser des marches pour chasser le président, vous êtes en train de contribuer à la sécurité de ce pays. Michel, s'il te plaît, je termine, s'il vous plaît. Par un type de discours, parce qu'il ne faut pas croire que l'acte ou l'action d'un individu se réduit simplement à des faits physiques. La parole, le discours que vous tenez concourt
à l'aggravation des crises ou à leur résolution. Merci beaucoup, Michel. Devrait-on renforcer la sécurité au regard de ce qui se passe à Yaoundé, peut-être dans notre localité du territoire national, précisément les grandes villes? Vous savez que le Cameroun va abriter de grands événements dans les jours à venir. Et avec ce qu'on a enregistré, une 5e bombe artisanale, cette sécurité doit-elle être renforcée? Bien, pourquoi parler de renforcement de sécurité? Parlons peut-être de reconfiguration du système sécuritaire. Les spécialistes en la matière je pense qu'ils pourront, à la suite de cette interview, se pencher à cela. Moi, je pense qu'il faut éviter de donner l'impression qu'il y a quelque chose de très... Je l'ai dit à l'entame en disant que ce qui m'inquiète, c'est peut-être ces entrances, ce qui se passe entre membres du gouvernement, qui ne rassure pas. C'est ça qui me paraît ne pas être rassurant dans le contexte. Mais en matière sécuritaire, je ne pense pas un seul instant que dès qu'il y a eu des phénomènes comme celle dont nous vivons maintenant à Douala, Yaoundé, partout, vous savez, M. Moutoumé, on ne peut jamais dans un État, il n'existe pas un État où le banditisme urbain, voilà comment est-ce que j'arrive à qualifier cela, n'existe pas. C'est-à-dire que nous allons toujours être confrontés, mettez toutes les caméras, les drones partout sur l'étendue du Cameroun, vous allez avoir des phénomènes qui vont se dégager, mais quitte à ce qu'on puisse les rattraper plus tard. Mais je pense que reformer le système sécuritaire, les nouvelles approches, compte tenu des contextes, on peut le faire. On peut adapter le système sécuritaire au contexte dans lequel nous y sommes. Ne pensez pas que quand on vient enlever les élèves dans une salle de classe, on prend les professeurs, les enseignants en otage. Les autorités de sécurité ou sécuritaires restent mieux en fonction de ce que les bandits développent. Eux aussi sont appelés à développer la façon avec laquelle ils peuvent les retrouver ou leur encercler. Donc, il y a des événements en 2021 qui vont être de grands enjeux au Cameroun. Vous verrez peut-être que pendant que nous sommes en train de commenter sur les approches, et moi je laisse le soin aux politiques de prendre sur eux, de pouvoir dire un certain nombre de choses, mais moi en tant que journaliste, je dis bien que je reviens sur ce qu'on appelle la dénonciation de proximité. Parce que, à la limite, si nous voulions être en sécurité, la première chose, c'est que nous-mêmes nous prenions sur nous de nous garder. Avec cet attentisme, la peur a été créée. Et ça, je peux le dire avec beaucoup d'aisance. Parce qu'à l'époque, le garde qui donnait l'information était protégé. Mais à un moment donné, on a eu comme l'impression que les sont des voleurs. Nous les dénoncions, vous prenez sur vous, mais à un moment donné, vous donnez l'impression que vous êtes un sacrifié, ou vous avez des gens qui vous venaient dire que celui qui a dénoncé les enfants là, c'est elle. Donc, et c'est de ça qu'il faut parler sur le plan, dans notre contexte aujourd'hui. On ne rassure pas l'informateur. Et cela, je le dis avec un ton. Parce que d'une manière ou d'une autre, malgré les prouesses de notre police, de notre gendarmerie, s'ils n'ont pas des gens qui viennent à leur dire avec courage que ceci se pratique dans mon quartier, et je trouve ça un peu suspect, nous aurons toujours des événements qui paraîtront être des semblables, des choses non dénoncées. Mais la première sécurité que je puisse vous dire, c'est l'individu et son entourage. D'accord. La première sécurité, c'est l'individu et son entourage. Maître Georges Teguem, sur cette question, on est en train peut-être de quitter définitivement ces problématiques. On a observé pendant le phénomène de Boko Haram, et c'est très souvent l'objet dans plusieurs pays, lorsqu'il y a des situations comme celle-là, on fait monter un peu en puissance le niveau de sécurité, le niveau d'alerte sécuritaire. Avec Boko Haram, cela a été fait. On observait des fouilles systématiques dans des lieux de grands rassemblements. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas malgré ces situations que vous avez qualifiées d'être des phénomènes ou des épiphénomènes. Écoutez, je fais confiance au gouvernement de la République. Je pense que, quoi qu'on dise, ils ont quand même un certain nombre d'informations. Et ce que je voudrais faire observer aux dix représentants du MRC, c'est qu'il faut faire attention lorsque l'on s'exprime, lorsque vous parlez des sujets comme celui de Kumba, où il y a eu... Non, c'est des questions d'insécurité. Effectivement, ce qui s'est produit là-bas, c'est nous amener, nous,
à prendre des postures comme celles que vous tentez de prendre, en indiquant que c'est parce qu'il y a eu des failles dans la sécurité. Non, parce que la sécurité... Est-ce qu'il n'y a pas eu de failles dans la sécurité? On peut supposer sécuriser ces établissements. Si on prend le cas de Kumba ou de Limbe, ces bandits, permettez-moi de les appeler ainsi, sont arrivés, ont opéré en 20-30 minutes sans qu'aucune action ne soit menée contre eux à ce moment-là. Mais c'est eux d'abord le problème. Parce qu'ils sont aussi responsables de la sécurité, ceux qui ont posé ces actes-là. Ils sont aussi responsables de la sécurité et ils sont un problème. Ils veulent nous diviser, justement. C'est le discours qu'il faut éviter de tenir vis-à-vis d'eux. Il faut continuer à leur rappeler qu'ils ont aussi un devoir républicain d'assurer la sécurité des Camerounais. Il ne faudrait pas que par leurs actes, ils nous amènent à questionner ce que nous faisons et à finalement remettre en cause les valeurs de notre police, de notre armée, de notre gendarmerie. Non. Chez nous, il y a des gens qui travaillent. Eux aussi doivent savoir en accompagnant ces personnes. Donc, il ne faut pas céder en leur disant ils sont des dangers pour la République. Il faut le dire, il faut le dénoncer. Et il faut les mettre devant leurs responsabilités parce que quel que soit ce qu'on fera, la France, les États-Unis, vous avez vu, il y a eu Nice, il y a eu Paris, il y a eu Nice. Et aux États-Unis, il y a eu le World Trade Center. Donc, même dans les grands pays du monde, il y a des questions de sécurité qui se posent. Le Cameroun n'y échappe certainement pas, mais le gouvernement et chaque Camerounais doivent continuer à travailler pour aboutir à un tout sécurité. L'armée, la police, la gendarmerie, toutes les forces de police, toutes les forces de maintien de l'ordre auront beau travailler, mais si les Camerounais ne participent pas, si les Camerounais réussissent à déconstruire leur système sécuritaire qui est d'abord endogène, qui est propre à chacun d'entre nous, si les partis politiques ne forment pas leurs citoyens, si les conseillers municipaux, vous les journalistes, les associations, les syndicats, les catégories socio-professionnelles ne forment pas les citoyens pour leur dire quel est le devoir républicain de chacun d'entre nous vis-à-vis de la sécurité de chacun, il sera toujours très difficile d'aboutir à ce que vous souhaitez. Alors, permettez-moi de vous relancer. Vous avez évoqué la question de crise de confiance tout à l'heure. Michel l'a relevé encore il y a quelques instants. Cette crise de confiance est forcément née de quelque part. Michel parlait de la non-protection des informateurs, mais après il y a eu la querelle entre les forces de maintien de l'ordre et les populations au-delà de ce manque de protection des informateurs, mais davantage du fait que très souvent, les brigands qui avaient été mis aux arrêts, quelque temps après, on les retrouvait dehors. Donc du coup, ce climat de manque de confiance est installé. Donc on peut comprendre que les populations ne veulent pas participer ou contribuer à l'effort de sécurité. Non, écoutez, je vais vous dire, c'est pas parce que nous le disons que celui qui est dénoncé est le criminel. Il bénéficie de ce qu'on appelle la présomption d'innocence. Il faut qu'on le sache très bien. Pour qu'il soit déclaré criminel, il faut qu'il y ait une décision définitive. Parce qu'il y a des instruments internationaux que le Cameroun a ratifiés et que nous devons respecter. Maître, là, nous rentrons dans un juridisme que vous vouliez nous écarter de ce qui est contextuel. Moi, j'étais en train de dire que nous vivons aujourd'hui dans un contexte de modernisme où vous êtes dans une barrière. Il serait inexact que vous voyez votre fils, pendant que vous savez que vous lui avez jamais acheté un vélo, entrer avec une moto d'une certaine classe. C'est-à-dire que pour un père responsable, un parent responsable, quelqu'un qui, aujourd'hui, avant nous vivions, il n'y avait pas de barrière dans la maison. On veut dire que nous grandissions dans un contexte où tu savais que l'élaboration sociale nous amène à dire que tel son comportement nous pousse à deviner qu'il n'est pas correct dans la société. Ça dépend des âges. Maintenant, vous nous amenez dans un juridisme dont nous parlions, c'est comme si nous faisions une communication absurde. Excusez-moi. Merci pour la précision. Excusez-moi, monsieur Moussa. Excusez-moi, je vous comprends très bien, mais je veux garder la tête sur les épaules. Quel que soit ce que vous dites, je comprends que certains comportements peuvent heurter, mais il y a aussi des principes qui doivent être respectés. Même si un individu a commis un acte choquant, je comprends que vous soyez choqué, mais il a des droits nonobstant cette situation. Et les droits, il y a des organes qui existent pour dire si c'est lui qui en est le principal responsable. Mais les citoyens, si chacun sait que c'est celui-ci qui est le responsable, il dénonce. S'il est attaqué parce qu'il se sent lâché, il continue à dénoncer, il continue dans son boulot.
C'est un boulot collectif. C'est un effort de chacun d'entre nous. Ce n'est pas un effort du gouvernement au dépens des autres. Et lorsque le gouvernement réussit même à traquer quelqu'un, le gouvernement aussi a des devoirs vis-à-vis de cette personne. Vous savez que je passe le contrôle d'un avocat qui c'est en matière criminelle même. Et il n'est pas protégé. Celui qui est poursuivi, il n'a pas d'avocat et les moyens de se fournir un avocat. Le gouvernement a le devoir de lui donner un avocat pour le protéger. Ce sont des principes. Et ça, c'est la formation. C'est un tout. C'est un tout, monsieur Moussala. Lorsque vous formez les citoyens, lorsque vous voulez éduquer les masses, c'est un tout. C'est-à-dire c'est un package. Vous ne pouvez pas éduquer en disant dénoncer, en disant qu'une fois que vous avez dénoncé, celui que vous avez dénoncé, on va lui couper les têtes. Non. On est dans un État, il y a des principes, il y a des règles, il y a des organisations qui contrôlent également le fonctionnement. Ce n'est pas un juridisme. Parce qu'on est en train de fausser complètement. Moi, mon approche n'est pas celle d'éviter à ce que l'application des contextes juridiques soit celle que Maître développe. Nous parlons d'un contexte où nous sommes en insécurité. La première chose, quitte à ce que devant ceux qui ont des compétences d'appréciation. Mais je dis que si mon fils entre chez moi avec une Lexus un soir, fût-il son parent et qu'il soit mon fils bien-aimé, qu'il entre avec une voiture, pendant que je sais qu'il n'exerce aucune fonction qui lui permette de venir avec. C'est pour ça que cette société camerounaise, on en est là. On a fabriqué des taureaux en lieu et place, parce que nos enfants et la société nous échappent, parce que nous avons perdu mordicus. Un certain nombre de vertus et de valeurs que nous avions développées, que les parents ont développées avec nous. Vous saviez que quand l'enseignant te tape, il venait à votre domicile. Merci beaucoup. Voilà. Juste une phrase, monsieur Moussala. Si l'enfant vient avec la Lexus, vous êtes son père. C'est à vous de l'éduquer. C'est à vous de le former. Vous êtes en train de dire. Mais je dis bien que c'est à le former. Michel. Moi, je suis prêt à donner mon fils à la police parce qu'il est rentré avec quelque chose d'inexistant qui ne lui appartient pas. Ça, c'est la première dénonciation que le parent devait faire. Il y a forcément des solutions qu'on doit pouvoir mettre en route, mais l'une des solutions, et d'ailleurs, dans l'action qui a été menée par les éléments de force de défense et de sécurité à Yaoundé à la suite de l'incident de Sam, un suspect a été interpellé avec la contribution des caméras de surveillance qui ont été installées un peu partout dans la capitale politique du Cameroun. Il y a une solution pour apporter ou pour répondre à cette situation de sécurité. Oui, c'est à saluer parce que c'est tout ce que nous voulons. Nous voulons vivre dans un pays où nous sommes libres de nos va-et-vient. Si déjà un suspect a été interpellé grâce aux caméras de surveillance qui sont un peu dans tous les carrefours, c'est déjà très bien. Ce que nous souhaitons également, c'est que ce suspect soit exploité pour que nous puissions retrouver soit s'il a des complices et que ses droits de la défense soient respectés et qu'il puisse être présenté soit devant un juge ou un tribunal pour qu'il puisse répondre de ses actes. C'est ce que nous souhaitons. C'est à saluer et vraiment nous disons qu'il faut la paix à tous les prix. Nous ne devons pas rester sans travailler. Nous devons pouvoir travailler pour assurer la sécurité des Camerounais. C'est tout ce que nous réclamons. Proposition pour définitivement réduire, parce qu'on ne peut pas dire que ça va s'arrêter, mais on veut réduire, éviter que de nouvelles bombes explosent dans la capitale politique du Cameroun, encore moins à Douala ou un peu plus dans d'autres localités du triangle national. Première chose, il m'a été donné plusieurs fois ici sur notre plateau. Ici, je savais que cet élément-ci que je croyais était phénoménal allait prendre autant de temps. Je serais venu avec les mêmes écrits sacrés pour dire que la Bible nous enseigne que là où il y a abondance de connaissances, il y a abondance de débit. De telle sorte que celui qui augmente sa science augmente sa douleur. Il faut que certains acteurs, et nous le savons, c'est un problème actuel, apprennent à se taire un peu. Tous ces bons sachants-là, pour qui chaque petit détail de la vie ordinaire, qui n'a rien à voir avec des soubassements politiques, devient instrumentalisable à des fins politiques. Si vous voulez simplement que si on a mis une bombe, qu'on arrête d'intéresser et tout, pourquoi vous bavardez? C'est le très quotidien. Quand
quand on nous annonce à la télévision, on nous montre des brigands qu'on a arrêtés, est-ce que nous venons ici dire que oui, on veut qu'on les exploite, qu'on les traduit devant les tribunaux, qu'on leur donne des avocats? Ce discours, c'est un discours de rétro-pédalage parce qu'on vous a taxé. Et je me réjouis de vous voir rétro-pédaler. Et donc, parce que vous devez savoir que dans ce climat que les gens ont voulu développer ces derniers jours au Cameroun, où vous êtes tous pour qu'on ait de la sécurité, mais vous travaillez pour qu'on n'ait pas la sécurité. C'est de ça que je parle. C'est de ça que je parle. Première proposition, taisez-vous un peu. D'accord. Vous êtes parti politique qui était au pouvoir hier. Non, taisez-vous un peu. Deuxième proposition. Vous nous avez trouvé, on faisait de l'opposition, on ne se plaignait pas sur tout et pour n'importe quoi. Deuxième proposition. Deuxième proposition. Quand le gouvernement est en train de faire ce qui est juste, laissons-le travailler. Laissons-le travailler. Apprenons à laisser le gouvernement travailler. La troisième, ce serait que attendez votre temps. Attendez votre temps. Merci beaucoup. Tout le monde comprend de qui je parle. Tout ce parti subitement illuminé qui va donner le paradis aux gens. Merci. Je vous demande de votre temps. C'est probablement en 2025. Les SMS pour le moment, n'empêchez pas le gouvernement de gouverner. Cette émission de toute occultation télévision du monde, un deuxième sujet nous attend et nous parlerons dans quelques instants de la présidentielle aux États-Unis d'Amérique. C'est encore le coude à coude entre les deux principaux candidats. Nous avons d'y arriver. Bonsoir le panel. Très belle émission, M. Moutoma. Juste pour demander au représentant du MRC qui tire sur l'armée aujourd'hui que s'ils prennent le pouvoir, ils vont mettre sur pied une autre armée, puisque celle-ci ne fait pas son travail. C'est Joseph qui nous envoie son message dans le cadre de cette émission. Bonsoir à vous sur le plateau. Très bonne émission, s'il vous plaît. Le représentant du MRC dit que le pays le plus sécurisé du monde, comme les États-Unis, le réflexe du citoyen est d'abord d'appeler les forces de sécurité en cas de situation suspecte. C'est une autre réaction dans le cadre de cette émission. Bonsoir à vous sur le plateau. Michel Moussala a dit quelque chose de très important. L'informateur est très souvent sacrifié et plus pire, le suspect devient un client et après on dit que la population ne collabore pas avec les forces de défense et de sécurité. Très bon sujet, M. Moutomen, mais l'information n'est pas exploitée ou n'est exploitée que quand la situation est davantage grâce de terrain. Bravo à vous Michel Moussala d'avoir mis le pied sur l'étrier. Bonsoir à vous sur le plateau. Je voudrais savoir, non, alors la question est un peu tendancieuse, monsieur Abel Limbilova, s'il vous plaît, restez dans le sujet et évitez de tenser le MRC à tous les coups et à tous les prix. Lorsque dans une ville on attaque les établissements à répétition, il y a un problème. Il ne faut pas dédouaner la faillite du système de sécurité. Monsieur Maître Tegan, il y a des gens qui sont formés pour la sécurité. Vous savez que dénoncer chez nous, c'est prendre un risque énorme. Bernard qui nous envoie son message dans le cadre de cette émission. Bonsoir à vous sur le plateau. Dites à monsieur qu'il gagnerait à être moins condescendant et à répondre uniquement aux questions sans s'attaquer au MRC. Il n'a pas le monopole de l'émotion dans le cadre de cette émission. Je parle bien évidemment de monsieur Abel et Nimbilobé. Bonsoir à vous. C'est toute une Bible qui nous a été envoyée par cet autre téléspectateur. Il précise que les problèmes de sécurité sont créés à un nombre au Cameroun et que le pouvoir public devrait davantage s'y pencher pour apporter plus de solutions pratiques, même si on sait que le mal étant profond, la solution la plus simple ne pourra pas être évoquée, mais davantage, il faudrait que les citoyens participent de manière efficace à cette problématique. Bonsoir et bravo pour le papa qui vient de s'exprimer, notamment Michel Moussala. Le MRC est un allié
bien évidemment de ceux qui font le désordre dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun. S'il vous plaît, sachez assumer vos responsabilités dans cette situation d'insécurité. Pour moi, ce sont les Ambaboy qui essaient un peu de mettre en mal la sécurité dans la capitale politique du Cameroun, Yaoundé. Bonsoir à vous sur le plateau. Cette jeune Adèle qui nous envoie son message. Monsieur Abel Elimbelobel nous invite à prendre conscience car il sait, nous savons tous ce qui se passe réellement sur le terrain et j'ai l'impression que les uns et les autres se réjouissent plutôt de voir cette situation parce que très vite on va pointer du doigt le gouvernement. Bonsoir à vous sur le plateau. Monsieur Abel Elimbelobel devrait recevoir le prix Nobel de la réflexion. Je ne sais pas s'il y en a un dans ce sens. Bonsoir à vous sur le plateau. C'est regrettable pour ces gens comme ceux qui sont alliés des Ambaboy et qui contribuent en Mondovision pour l'achat des armes et qui aujourd'hui, dans la situation actuelle, semblent se désolidariser de cette situation. Monsieur Abel Elimbelobel est le Lionel Messi de plateau de télévision. Bonsoir à vous sur le plateau. MRC est davantage dans une situation de critique pour la critique et non de la critique pour la proposition. On l'observe au regard de ce qui se passe. On devrait pouvoir voir le MRC prendre des postures significatives et républicaines au regard par exemple de ce qui s'est passé dans la ville de Yaoundé ensemble et même par rapport à ce qui vient de se passer à Limbe. Bonsoir à vous sur le plateau s'il vous plaît. Merci de vos contributions significatives. Pour ma part, je pense que le gouvernement doit prendre leur responsabilité. C'est Gaston qui nous a envoyé son message dans le cadre de cette émission de ce soir. Un message qui nous vient de l'extérieur du Cameroun, notamment du Ghana. Une fois de plus, bonsoir à vous sur le plateau, M. Moutomé, avec tout le respect. Je me permet également de saluer vos panélistes, M. Abel Elimbelobel également, à pouvoir contrôler ses émotions et éviter de penser à tous les prix le MRC. Nous sommes là pour apprendre et nous apprenons de tous et de chacun, même si certains refusent d'assumer leurs responsabilités dans les situations qui sont pleines de notre Cameroun, mais nous avons le devoir d'apprendre de ceux qui viennent dans les plateaux de télévision, mais aussi de passer l'information pour que ceux qui sont à la maison sachent que il y va de l'intérêt du Cameroun tout entier. Vraiment, et nous avons encore plusieurs SMS en attente. Nous ne pourrons pas continuer à tous les lire. Il nous reste très peu de temps pour le deuxième sujet. Je rappelle que le deuxième sujet porte principalement sur la situation près de l'élection présidentielle aux États-Unis d'Amérique. On le précisait encore il y a quelques instants. C'est toujours le coude à coude entre les deux principaux rivaux, notamment le démocrate Joe Biden et le républicain Donald Trump. Rappelons que Donald Trump est le président sortant. Il voudrait remplir pour un nouveau mandat de 4 ans, donc d'être le nouveau ou alors le locataire de la Maison Blanche, puisqu'il vient de passer 4 ans à la tête de ce pays. Michel Moussala, on revient avec vous, une élection davantage qui s'est tenue dans un climat de tension. On a même pensé qu'on était dans un pays africain qui n'est pas très loin de nous, notamment la Côte d'Ivoire. Comment une élection américaine, le pays qui est reconnu comme étant le pays par excellence de la démocratie, vit une présidentielle sous très haute tension? Frédéric, je pense j'ai eu l'opportunité de couvrir l'élection, la campagne et l'élection qui a abouti à faire de Bill Clinton président de la République des États-Unis. En fait, la bataille démocratique aux États-Unis se situe toujours entre les démocrates et les républicains depuis la nuit des temps. Donc quand ça glisse, ça passe à droite, quand ça glisse, ça va à gauche. Mais ce qui m'intéresse dans le contexte actuel et que vous évoquiez dans votre questionnement, c'est que un grand pays semble présenter aux yeux du monde la face rigoureuse de la démocratie. Parce que quoi? On ne peut pas comparer deux choses qui ne sont pas comparables. Vous avez écouté les discours qui sortent de part et d'autre. Les menaces, les propos souvent d'une extrême violence. Je veux que les pays africains apprennent à incorporer un peu la sauvagerie américaine, celle que nous vivions, permettez-moi de tenir. Parce qu'aujourd'hui, j'ai écouté Donald Trump
traiter des démocrates des vauriens. Ça, c'est un propos tenu par un président de la République. Donc, au Cameroun, en Afrique, on a comme l'impression que nous imitions mal. Mais nous sommes en train de très mal imiter. Parce que les Américains, il faut prendre déjà le nombre d'États américains et voir la population américaine, M. Moutomé. Les enjeux ne sont pas les mêmes. Nous sommes des petits États dont les Américains devaient tout simplement incorporer notre comportement démocratique dans les pays africains. Accompagner l'Afrique à plus de démocratie. Nous vivons aujourd'hui que les propos que je croyais que ça se limitait dans les pays africains, tricherie, fraude, ces mots-là, je les découvre aussi avec l'élection américaine. Je pensais que c'est Limbilobe qui savait souvent nous dire un certain nombre de choses sur la fraude, ou bien le MRC ou le RDPC, qui sont habituellement confrontés à ce type de propos. Je suis bien surpris, mais sauf que les intérêts américains, au-delà de toutes les déconvergences, de tout manquement d'entente entre les deux parties, personne aux États-Unis ne remettra en cause les intérêts américains, qui sont d'un axe prioritaire. Personne n'accepterait qu'on vienne de poser une bombe dans un État américain ou dans une ville américaine. Jamais. Vous ne pouviez pas, dans le contexte actuel, affronter la sécurité américaine, où qu'ils sont, où se trouvent leurs intérêts. Ça, c'est d'abord la première chose qui anime le journaliste que je suis, tout en me disant, est-ce que ça peut interpeller les Africains à ce que, au-delà de nos divergences, que quelque chose qui nous reste comme étant des acquis, tout le peu que nous avions, ne soit pas à être distillé, ne soit pas à être discret. Donc les Américains, dans ce qu'ils feront, ils trouveront un compromis. Ils ont encore des processus, je disais tout à l'heure, les avocats sont là pour nous dire comment est-ce qu'ils vont saisir la chambre. On en parlera tout à l'heure. Non, mais moi je veux tout simplement dire que dans cette bataille, ce que je retiens, c'est que pendant que l'Amérique se fait là, même si la Russie joue n'importe quel jeu pour faire basculer, mais vous venez de poser une seule bombe dans une école, ils vont d'abord arrêter les élections là, ils vont d'abord en découvrir avec celui qui est venu. Alors, Maître Georges Tegem, une élection présidentielle américaine dans ce contexte-là, aujourd'hui, 24 heures après l'élection, le nom du grand vainqueur de cette élection n'est toujours pas connu. C'est aussi ça le jeu de la démocratie américaine. Disons que c'est la première fois que ça arrive. Hein. Il a parlé tout à l'heure de l'élection du président William Jefferson Clinton. C'était en 92. J'étais encore jeune. Je me souviens qu'à 4 h du matin, on avait le résultat. Ce que j'ai vu, bon, j'ai jamais vu ça avant, mais bon, c'est de la politique interne des États-Unis d'Amérique. Ils ont des institutions qui fonctionnent. Mais elle est externe. Elle influence sur nos politiques. Hein. Monsieur Moussara, elle est externe. Moi, je pense que c'est la politique intérieure, puisqu'ils ont des organes là-bas qui proclament le vainqueur des élections. Moi, je ne veux pas rentrer dans la politique américaine, mais je vais quand même observer que c'est de l'inédit, quand même qu'aux États-Unis, un jour après, on n'a pas le résultat. Et je voudrais également faire observer, parce que vous avez soulevé un point là qui est très important, c'est le minimum consensuel. C'est justement les sociétés occidentales, la société américaine comme les sociétés européennes, ils ont un minimum consensuel. Et je pense que c'est ce que nous devons faire chez nous. Vous avez dit tout à l'heure que si on pose une bombe, ils vont d'abord avec les élections pour cela. Ça, c'est sûr. Il faudrait donc que les gens se comprennent bien que le minimum consensuel qu'on doit avoir au Cameroun, c'est que la société démocratique pour fonctionner doit avoir besoin d'ordre et de sécurité. Et que nous tous, on aille dans la même direction quand il s'agit de la sécurité des Camerounais. Et il faudrait qu'on arrête de faire croire que, s'agissant de la sécurité, il y a des choses qui n'ont pas été faites. J'ai rappelé tout à l'heure, il vous souvient, M. Moussala, que Douala avait un commissariat central. Douala allait peut-être jusqu'au 10e arrondissement. Aujourd'hui, il doit y avoir 19 commissariats. Et des brigades de gendarmerie, on en a créé à l'appel. Mais le problème de sécurité continue à se poser. Ce qui fait que ce que les partis politiques, ce que chacun d'entre nous doit faire, c'est un effort vis-à-vis de chaque citoyen pour rappeler ce minimum consensuel. Et c'est cela la politique américaine. Aux États-Unis, il y a un minimum consensuel. Ils ont beau se battre comme vous voyez, mais dès que l'élu sera proclamé par l'institution, celui qui sera vaincu va engager la procédure idoine, comme annoncé par certains aujourd'hui.
Si c'est lui qui sera vaincu, il va annoncer, et dès que l'institution va se prononcer, il va dire non, je ne peux pas m'attaquer à l'institution. C'est la valeur, je respecte. On l'a vu avec Joe Biden. C'était pas Joe Biden, celui qui avait perdu contre, en 2000, Al Gore avait perdu l'élection. Après, la Cour suprême des États-Unis a dit non, je n'irai pas contre la Cour suprême des États-Unis. Et c'est ce que je souhaite dans un pays comme le nôtre, qu'on s'inspire de cela pour, dès que le Conseil constitutionnel a dit, c'est l'élu, on se range derrière lui, on défend le pays. On défend notre territoire qui est menacé dans le nord-ouest et sud-ouest. Avec la dernière énergie, on défend l'insécurité. On n'accepte pas de céder devant la faiblesse ou alors les personnes qui veulent nous diviser sur le minimum consensuel. Alors, moi, je souhaite que ce soit des choses comme ça qui nous inspirent. Et quand est-ce qui concerne les élections américaines, je préfère laisser les institutions américaines se prononcer. On attendra les résultats. Nous y reviendrons encore. On a encore quelques minutes pour parler de cette élection américaine qui cristallise les attentions. Tout le monde entier est rivé sur la situation de cette élection qui jusqu'ici n'a pas encore donné son grand vainqueur. Je rappelle que pour être élu aux États-Unis, il faut obtenir un peu plus de 270 grands électeurs sur les plus de 500 disponibles, du moins 530, voilà précisément, disponible, mais pour l'instant, Joe Biden est en tête avec 248 grands électeurs déjà à gagner contre 214 pour le président sortant, Donald Trump. Mais pourtant, Donald Trump a déjà tout fait de préciser qu'il a remporté l'élection présidentielle et que très vite, il va devoir attaquer les résultats. Pourquoi? Well, we know we can't compare the United States with any of the African countries. The tie we are having today is but normal because there they have a different philosophy of politics, not like what we have in some African countries. There you know exactly which date is set for elections. People have avenues to campaign, and people have the liberty to express their rights. But we can't say that everything is happening in all transparency. And it is but normal that you have agitations maybe coming from Trump because he's seeing the tendencies of the polls in different countries. But what I want to also pray for them is that America is looked upon with very high esteem, and we look at them like teachers of democracy. We pray that they follow democratic rules. He should be able to express himself according to what the institutions of the United States say, rather than creating tensions from here and there, because African countries look upon them and they have a lot of influence on our African policies. So that is why you see a majority of African countries are very, very attentive as to what is ongoing in the United States. We hope and pray that they will always give lessons to African countries that they should be able to practice democracy. Let's also see from what they preach. Alors, Abel Golbert, peut-on comprendre que dans une démocratie par excellence, on parle de fraude massive dans un processus électoral plus ou moins, si vous permettez l'expression, particulièrement transparent comme celui des États-Unis, et qu'on soit en train de contester les élections? On le sait, la contestation est propre dans les élections des pays africains, mais peut-on imaginer que l'élection américaine soit contestable? Ce qui se passe nous montre que l'homme est l'homme partout, avec ses qualités et ses défauts. Évidemment, on est tous surpris de voir que aux États-Unis aussi, rendu à 2020, avec tous les moyens qu'on croyait qu'ils ont. Pourquoi vous croyez? Oui, parce qu'on nous montre donc que tous ces moyens ne fonctionnent pas normalement et que ça n'a pas. Écoutez, nous avons fait une liaison qui était une liaison typiquement africaine avec des esprits relativement primaires. C'est de croire que une condition de la viabilité de la démocratie, c'est la rapidité avec laquelle on publie les résultats. Aujourd'hui,
Les résultats ne sont pas rapidement publiés aux États-Unis. Pourtant, les Américains ne sont pas en train de considérer. Le président Trump estime que ce n'est pas normal qu'un pays comme les États-Unis, que le lendemain, le soir de l'élection, qu'on n'ait pas le nom du vainqueur. Il est seul. Est-ce que vous avez entendu... Tout le camp démocrate est avec lui. Est-ce que vous avez entendu toute l'élite américaine en train d'estimer que leur pays est en train de sombrer dans l'anti-civilisation parce qu'on n'a pas encore publié les résultats? On n'a pas encore publié les résultats et les Américains ont des raisons objectives et ils sont tranquilles là-dessus. On est en train de compter les votes par correspondance, qui sont des milliers et des milliers, qui d'habitude ne sont pas aussi importants à cause du Covid. Parce que le Covid a amené beaucoup de gens à ne pas se déplacer comme d'habitude. Or, nous, on n'a pas le vote par correspondance. Eux, ils ont le vote par correspondance, qui a pris une proportion plus importante cette année que dans 62% des électeurs sur le plan national ont participé à 100 millions par correspondance. Bon, alors si vous avez 100 millions par correspondance sur à peu près 300 millions d'Américains qui sont, vous comprenez, 70 millions d'Américains. Voilà, vous comprenez donc que l'élection, par l'existence d'un vote qui a toujours été là, mais qui était marginal, qui est subitement devenu très important, à ne sera pas légitime, ou etc. Mais en même temps, nous constatons que autant nous avons chez nous la culture de la contestation de l'élection, autant ceux que nous croyons être des êtres supérieurs ont aussi cette culture de la contestation. Trump, c'est qui en fait? Trump, c'est un non-conformiste. Alva n'a pas voulu contester. Parce que dans l'establishment américain, on n'accepte pas ce type de dérive. Mais Trump est en train de nous montrer qu'il y a des non-conformistes et que d'ailleurs, vous voyez que le vote favorable à Trump est lié à son caractère non-conformiste. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a décidé, par exemple, que monsieur, vos accords internationaux avec la Chine et patata, moi je m'en fous complètement de ça. Mettez-moi ça dans la poubelle. C'est American First. Et quelque part, ça a convenu aux Américains, parce que tout le monde attendait que Trump soit largement laminé là, avec ses écarts de langage pour le Covid, où il estime qu'il fallait injecter aux gens un antiseptique, etc. Des choses qu'aucun président au monde ne pouvait oser dire. Lui, il a dit, mais ça ne lui a pas valu qu'une raclée. Donc c'est pour dire que l'homme, c'est l'homme partout, et ça doit nous apprendre à être relativement modeste lorsque nous voulons tirer nos modèles forcément des autres, à être beaucoup plus ingénieux, à avoir un peu plus confiance en nous-mêmes et définir nos propres règles de fonctionnement. Évidemment, ce que Moussala et Maître Tegem ont dit prend tout son sens. Il faut qu'il y ait un consensus minimum dans le fonctionnement de la société. Et c'est le lieu de leur rappeler qu'il faut qu'il y ait des gens qui soient cités comme des responsables de franchissement des Rubicons à ne pas franchir. Quand vous avez une société, vous rappelez aux gens que quand le Conseil constitutionnel a donné son verdict, on ne discute plus. Et tout le monde, nous sommes en 2004. Et vous arrivez en 2020, vous qui avez dit ça, c'est vous qui contestez le Conseil constitutionnel. Alors, Michel, et vous devenez des opposants et vous voulez que nous on vienne faire l'opposition. L'élection est encore au coup d'à-coup, s'il vous plaît. Non. Merci. L'élection est encore au coup d'à-coup. Les résultats restent attendus. Les Américains sont dans la patience. D'ailleurs, le discours du président ou alors du candidat ancien premier vice-président ou vice-président américain, Joe Biden, il a invité les Américains à la patience, mais on sent davantage d'attention. Dans certains États, les grandes surfaces sont en train d'ériger des barricades pour faire face à des vagues de violence au regard de la proclamation des résultats, mais davantage, on n'est pas encore fixé, même si Joe Biden a une certaine avance, il y a encore des grands États qui peuvent faire basculer la balance. Tout à fait, Frédéric, parce qu'il y a encore 3 grands États qui n'ont pas encore été comptabilisés. Moi, ce que je me... Le vice-conseil vient de passer à Joe Biden. Bon, voilà que... Combien de grands électeurs? Je pense que c'est 10 grands électeurs. Voilà. C'est très bien. Je ne suis pas là pour féliciter un président américain. Contextuellement, je pense que j'ai pu avoir cette opportunité de fréquenter ce pays juste pour des raisons d'ordre politique, des reportages ainsi que de couverture des événements. Frédéric, ce qui est évident, c'est que les Américains auront un chef d'État. Et ces querelles, ce que vous vouliez savoir, c'est que d'une manière ou d'une autre,
nous ne pouvions pas saupoudrer notre attitude démocratique des États africains. Nous pouvions tout simplement remodeler pour que, quand d'autres sont en train de porter des observations, des remarques, nous sommes des États fragiles avec... Vous savez, Donald Trump a remis en cause un certain nombre d'accords. Et je suis convaincu, l'Organisation mondiale de la santé, l'Organisation mondiale du commerce, quand il est arrivé, les budgets ont été... Il a retiré les financements américains dans beaucoup de choses qui concouraient à ce qu'il a tué l'assurance maladie que les Américains voulaient adopter sur Barack Obama et tout ça. Donc, tout ça, les Américains peuvent tirer des leçons de ce qui c'est que la politique interne américaine. Mais je peux vous dire que même sur les démocrates, vous aurez constaté que les démocrates eux-mêmes, à un moment donné, se sont retrouvés dans le contexte d'aller bombarder Ben Laden et tout et tout. Donc la politique extérieure américaine, elle est quelque chose d'unanime. Avec on a beau dire quoi, les démocrates voient un peu le côté social, mais les Américains c'est le capitalisme, les républicains chez eux c'est le capitalisme sauvage. Ça, et vous croyez les gars des influences, là maintenant je peux même commenter tout en disant que les influences des lobbies américains entre les juifs, qui généralement eux c'est eux qui orientent les élections un peu aux États-Unis, vous verrez que le pôle d'intérêt a été pris en compte par les différents partis. Et puis c'est des accords qui ne viennent pas ici sur nous en Afrique. Parce que d'une manière ou d'une autre, nous ne sommes pas aussi engagés politiquement sur un certain nombre de choses. Parce que l'intérêt américain, si les Américains ont une plateforme américaine en Iran, en Irak, partout, vraiment, honnêtement, rien ne change. Parce que c'est la première chose que tout parti, tout président américain, quand il vient, c'est les intérêts américains. Qu'est-ce qui préserve les Américains et qu'on ne voit pas le taux de chômage augmenter? Vous le verrez en France. Bon, vous le verrez aussi dans... C'est une politique qui s'implémente à travers les politiques d'un pays. Donc ne comptions pas, d'une manière ou d'une autre, que le changement aux États-Unis viendra bousculer l'Afrique dans le meilleur des cas. Justement, ce que vous attendiez, c'est que les gens pensent que quand Obama est venu, on croyait que même c'est un Africain. Et que l'Afrique devait exploser en matière d'industrie, en matière... Il a tenu ce discours pendant 10 ans. Il a tiré, il est parti. Il faut que nous-mêmes, nous soyons... Nul ne peut se permettez-moi de chuter par là. Nous devons nous-mêmes nous le construire, nous-mêmes apprendre à implémenter un certain nombre de choses pour que ça nous honore en Afrique, au lieu de croire que Dieu viendra de l'autre côté pour venir sauver l'Afrique. L'Afrique ne peut se sauver que par elle-même. L'Amérique d'abord ce soir, peut-être l'Afrique après, mais qu'est-ce qui n'a pas pu permettre la différence entre les deux candidats? Ils avaient des discours particulièrement différents. Joe Biden arrive avec la perspective économique également, renforcer les efforts sur le plan économique, donner plus de liberté. Par contre, de l'autre côté, le président Donald Trump, qui lui lutte pour rester à la tête du pays, a continué dans la perspective de la ségrégation. Certains le qualifient même d'être le président le plus raciste de l'histoire américaine. Qu'est-ce qui n'a pas pu faire la différence dans cette élection pour que le nom du président ne soit toujours pas connu à cette heure? Écoutez, c'est les Américains qui peuvent vous répondre. C'est eux qui votent et les discours étaient adressés aux Américains. Moi, ce que j'observe, c'est que je souhaite qu'au Cameroun, on s'inspire du modèle américain pour avoir chez nous ce que j'appelle encore, et j'insiste beaucoup là-dessus, le minimum consensuel. Nous avons à la tête de notre pays un président qui a une forte expérience, qui a une ancienneté, et je pense que c'est avec lui que c'est possible parce qu'il a posé les bases de la démocratie. Il faut donc, regardant ce qui se passe aux États-Unis, allant dans le même sens que M. Moussala, nous devons observer qu'on soit un pays fort. Il faut qu'on soit d'accord sur un certain nombre de choses. Et c'est avec un ancien comme celui que nous avons à la tête de notre pays que nous devons bâtir cela. Vous prêchez pour votre chapelle? Écoutez, vous voulez que je prêche pour laquelle? C'est ma chapelle. On parle du Cameroun, là. Mais vous voulez faire un parallèle entre les États-Unis et le Cameroun? Vous n'êtes pas les États-Unis, moi je ramène ça dans mon pays. Moi je ne suis pas américain. Je ne peux pas mener les affaires politiques intérieures des États-Unis.
Nous observons, comme tout le monde, qu'il y a des élections qui se déroulent dans ce pays, qui est un partenaire du Cameroun. Nous constatons qu'il y a des institutions qui fonctionnent, les résultats arrivent, habituellement ils arrivent le même jour. Aujourd'hui, ils arrivent avec un retard. Nous, on note, on regarde et nous n'avons pas d'observation à faire rapport aux Américains sur leur choix. Ils choisissent Joe Biden, ils choisissent le président Trump, ce sera le président des États-Unis et ce sera toujours le partenaire du Cameroun. Nous n'avons pas à faire des observations sur leur choix. Pas de remarques à faire sur leur choix. Dès que les institutions américaines seront prononcées, ce sera une affaire américano-américaine. Nous, au Cameroun, nous souhaitons que nos concitoyens comprennent ce que nous voulons implémenter pour l'avenir de ce pays. Voilà ce qui nous intéresse les États-Unis. C'est un grand pays, c'est une grande nation. Nous avons beaucoup à apprendre d'eux, sur le plan démocratique notamment. Mais nous n'avons pas commenté les résultats des élections dans ce pays. Nous n'avons pas apprécié les choix des Américains. Nous observons ça et nous disons simplement que bon, écoutez, c'est une grande démocratie. Une grande démocratie, on doit pouvoir retenir ça de Maître Tegem au regard de ce qui se passe aux États-Unis, des atouts majeurs à mettre au profit de la démocratie camerounaise et ne considérer que ces atouts positifs qui permettraient d'avoir une démocratie plus forte encore dans notre pays, le Cameroun. Oui, je pense que les autres copanélistes ont essayé un peu de développer brillamment tout ce qui se passe aux États-Unis. Nous savons tous que les États-Unis restent un modèle pour les pays en Afrique. Et nous devons plutôt tirer des leçons. Un bon ou un mauvais modèle? Un bon modèle par rapport à ce qui... On conteste les élections présidentielles, l'élection présidentielle au Cameroun. On a contesté encore il y a quelques instants ou quelques heures en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, c'est le candidat, c'est une grande première, l'un des candidats aux États-Unis qui conteste l'élection. L'élection n'est pas encore achevée, la proclamation de l'élection n'est pas encore effective, qu'il annonce déjà qu'il va saisir la Cour suprême, qu'il va demander le recomptage manuel des votes. On est dans la même spirale finalement. Oui, c'est normal qu'on constate. Peut-être là-bas ils vont contester, on va les permettre peut-être de pouvoir revendiquer, on va peut-être faire un recomptage, mais ce qui n'est pas le cas dans beaucoup de pays africains. Lorsque tu demandes cela, on t'impose un refus absolu. Donc je dis, c'est un exemple à copier. Les États-Unis restent un grand pays. Nous ne pouvons pas comparer les États-Unis avec nos pays africains. Nous devons continuer toujours à tirer les leçons de démocratie vis-à-vis de ces pays. C'est vrai qu'on constate les élections. Peut-être celui qui sera en défaveur va peut-être saisir les institutions américaines, on va faire le recomptage et on va voir où est-ce que ça balance et peut-être lui rétablir dans ses droits. C'est ce que nous voulons aussi que ça se passe ici dans les pays africains. Que lorsqu'il y a des contestations dans les élections, qu'on puisse écouter la partie qui conteste et pouvoir déterminer où est-ce que le mal se trouve. Mais pourquoi ne pas avoir simplement des élections dans la plus grande démocratie du monde, des élections sans contestation, sans bavure, sans le manque de conformisme qu'évoquait M. Abdelimbre il y a quelques instants? Il n'y a pas de règle sans exception. Je dis, tout ne peut pas marcher parfaitement. Puisque aujourd'hui nous voyons les États-Unis. Ils ont toujours eu à donner des élections à des pays africains. Tout le monde est surpris par ce qui se passe aujourd'hui. Donc, ce que nous voulons et que nous insistons, c'est que lorsqu'on a un pays comme les États-Unis qui respecte ses institutions, qui donne la possibilité à chaque citoyen de pouvoir savoir le jour de l'élection, pouvoir participer à l'élection, faire entendre son vote, et que lorsqu'il y a problème, qu'on puisse entendre et qu'on essaie de départager les pays. C'est ce que nous voulons avec les autres pays africains. Pas que lorsqu'on n'est pas satisfait, qu'on empêche notre adversaire de pouvoir s'exprimer. J'ai dit tout à l'heure que nous constatons que l'homme, il est l'homme partout. On avait la faiblesse de vouloir sublimer certains hommes parce qu'ils sont américains. C'était une faiblesse? Oui, c'est une faiblesse, mais voilà, les événements nous montrent qu'on ne devait pas les sublimer. On constate que M. Trump peut très bien se comporter comme M. Campton. M. Campton s'est autoproclamé gagnant. Les élections venaient de s'y terminer. C'est la même chose que Trump vient de faire. Et ça n'a jamais eu lieu aux États-Unis. On n'a jamais vu aux États-Unis un président dire qu'il a gagné alors qu'il a 214 grands électeurs. Quand il me disait qu'il a gagné, il était à 213 grands électeurs. Il était à 213 et Biden était déjà à 238. Mais il disait qu'il a gagné. Il n'était pas en train de dire que Biden n'a pas 238. Parce que c'est une autre chose de dire M. Biden vaut 238, je ne suis pas d'accord. Mais lui, il dit à 213
grands électeurs, alors que Biden est à 238, lui qui est à 213 dit qu'il a gagné. Parce qu'il compte qu'il y a des États qu'il va remporter, mais qu'il n'a pas encore remporté. Je pense que l'attitude de M. Biden, qui a appelé à la prudence et à la patience, c'était l'attitude raisonnable, rationnelle. M. Trump, une fois de plus, dans son comportement non conformiste, vient de faire quelque chose qui est un outrage quand même. C'est un outrage. Tu es à 213 et l'autre est à 238. Parce que tu crois qu'il y a 2 États ou 3 États que tu vas absolument gagner, tu dis que tu as déjà remporté les. Mais ce sont des électeurs. J'ai l'impression qu'il a imité. J'ai l'impression que comme le mal est contagieux, le mal de M. Canto, c'est qu'on a contaminé. On n'avait pas fait le rapprochement aussi. Alors, de même que rien ne nous dit que M. Trump va se taire lorsque peut-être la Cour suprême des États-Unis donnera un verdict qui ne lui est pas favorable. Puisque nous voyons très bien qu'il vient de mettre le pied dans le plat en foulant au pied toutes les mœurs américaines. Oui, il s'agit de dénoncer les gens qui ont ce type de liberté, qui prennent sur eux la liberté de piétiner les usages, qui ont consacré le caractère supérieur de certaines choses. C'est ce que nous avons vécu au Cameroun, c'est ce que nous sommes en train de vivre en Côte d'Ivoire. C'est une prolifération du mal. Il faut comprendre ça comme ça. Que là où on pensait tirer des exemples, même là-bas, le mal est en train de gangréner toutes les sociétés mondiales. Donc, nous ne faisons pas l'économie de citer M. Trump comme quelqu'un qui aurait imité quelque chose ailleurs. Lui-même aussi peut s'inspirer d'un mal qui s'est produit au Cameroun, etc., etc. Donc c'est de ça qu'il est question. Il faut dire aux gens que, surtout lorsque vous avez sublimé les institutions, lorsque vous ont donné raison un jour, et que vous venez les désacraliser, le jour où elles ne vous donnent plus raison. Cette attitude, c'est elle que M. Trump est en train d'avoir, c'est elle que M. Canto a eu ici, c'est elle que M. Ouattara a en Côte d'Ivoire. Et je termine en disant que vous parliez tout à l'heure de la politique américaine qui n'a rien à voir. Il ne cherche pas à savoir si au Cameroun on aime Biden ou pas, peu importe. Oui, ça doit interpeller ceux des acteurs politiques qui pensent qu'il y a une légitimité à trouver à l'étranger. On n'avait pas vu M. Trump ou M. Biden parcourir l'Afrique pour venir voir des chefs d'État ici, pour s'entendre, voir s'ils sont d'accord. Ils ont fait leur campagne à l'intérieur. Quelques rares fois dans certaines élections passées, on a souvent vu des candidats aller vers les communautés américaines à l'étranger. Cette fois-ci, on n'a même pas vu ça. On n'a même pas vu ça. Par contre, chez nous avons des acteurs politiques qui prétendent avoir de la séance dans les affaires politiques selon qu'ils entrent dans les palais à l'étranger. Et du coup, ça leur monte dans la tête. Ils ont l'impression que pour gagner une élection au Cameroun, si vous êtes adoubé par la France ou par les États-Unis ou je ne sais pas qui dans le lobby à X ou à Y, vous ne pouvez pas échouer une élection au Cameroun. Et dès que vous l'échouez, vous déclenchez la bataille et vous plongez tout le pays dans l'ingouvernabilité. D'accord, on n'est pas dans l'ingouvernabilité, mais on devrait pouvoir tirer la leçon de cette élection américaine. Je rappelle qu'à cette heure de la soirée, on n'a toujours pas le nom du vainqueur ou alors du prochain locataire de la Maison-Blanche. Donc l'élection américaine reste toujours une espèce d'inédit en cette année 2020. Pour l'heure, le candidat démocrate Joe Biden continue d'être en tête pour ce qui est des suffrages valablement exprimés et même pour ce qui est des grands électeurs obtenus à l'issue de ces suffrages. Donc Joe Biden compte 248 grands électeurs. Il en faut 270 pour être considéré comme étant le vainqueur.
cette élection. Pour l'heure, Donald Trump compte 214 grands électeurs et il y a encore de nombreux États à conquérir. Il faut surtout préciser que l'État du Wisconsin est passé à la couleur bleue, donc à la couleur des démocrates. Dans le même temps, on attend de savoir ce qu'il adviendrait des autres États, notamment la Caroline du Nord, mais également d'autres grands États majeurs dans lesquels soit l'un, soit l'autre pourrait bien évidemment tirer son épingle du jeu. On reste focus sur cette élection présidentielle américaine, sur la télévision du monde. Mais avant de sortir de cette émission, chacun de vous, bien évidemment, au regard de ce qu'on a souvent vu, on doit pouvoir espérer mieux, mais quel que soit le vainqueur, quel pourrait être le rapport entre les États-Unis et l'Afrique aujourd'hui, Michel Moussala? Bien, écoutez, tout au long, on devrait faire des observations de politique tout au long de la campagne. Les deux chefs d'État, enfin les deux candidats à l'élection américaine, quand vous en voyez les débats que j'ai suivis depuis pratiquement 1 mois et demi et que j'ai décrypté, n'ont pas laissé une place à l'Afrique de l'ordre de 2% dans ce qu'ils ont eu à développer. L'Afrique a glissé sur un certain sujet, sur les mécanismes tout simplement des droits de l'homme. Ils n'ont pas pris l'Afrique et rendre un instrument prioritaire. Je ne sais pas comment voulez-vous que je le dise, parce que à la lecture de ça, vous croyez que l'Afrique devait s'attendre à ce que cela vienne avec, comment vous appelez ça, un bâton magique pour venir dire que l'Afrique aujourd'hui, tout va rentrer dans l'ordre, l'Afrique va gagner de l'argent, les Africains vont, l'Organisation mondiale, tout ce qu'ils ont phagocyté entre-temps. Non, je pense tout simplement, M. Moutomé, qu'il faut qu'on comprenne, et je continue, je m'évertue à le dire, la politique américaine n'est pas tellement celle des pays africains, l'Afrique. Michel, nous venons de l'apprendre il y a quelques instants, les chiffres auraient encore évolué. On parle pour l'heure de 264 grands électeurs pour le candidat démocrate Joe Biden contre 214 pour Donald Trump. On n'est pas là pour faire du triomphalisme non plus, Michel ce sont les chiffres qui nous arrivent à l'instant. Le dernier pointage, il y a à peu près 10 minutes, puisque nous sommes en temps réel, nous essayons d'avoir les informations. J'essaie de retrouver toutes les informations pour revenir à vous dans quelques instants. En fait, ce qui est évident, c'est que, monsieur Moutomé, moi je retiens 2 choses. Une Amérique qui va sortir d'une élection avec des blessures extrêmement graves, parce que le langage de débat n'a pas été tellement clément entre les deux candidats. Et je pense que une deuxième Amérique, que ce soit les démocrates, il y a des choses qui changeront, parce que les démocrates ont souvent un côté un peu social qui développe. Par contre, les démocrates, les républicain pourront voir en eux un échec extrêmement cuisant, parce qu'en réalité, si ce monsieur reste dans le monde avec ce que ça a comme influence, nous avions perdu 4 années à croire qu'il pourra revenir sur un certain nombre de choses. Je crois que le monde même contre cette élection ne serait pas en train d'apprécier que Trump revienne. Je suis sûr que les gens vivent maintenant sous cap quand ils voient l'évolution des chiffres. Mais je vous assure qu'il y a des continents qui pourront trouver pour leur compte dans ce qui s'est passé pendant les 5 années de Trump. Vous voyez, il y a l'Amérique latine, vous connaissez tous les montages de barrières, ce qui n'a jamais existé aux États-Unis. La frontière avec le Mexique. La frontière avec le Mexique. Tous ces détails, moi je pense tout simplement que d'une manière ou d'une autre, ce qui est évident, l'Américain reste américaine face à d'autres puissances. Alors, d'après la statistique que nous avons donnée tout à l'heure et les informations que nous avons en temps réel, le candidat démocrate Joe Biden a remporté les États du Michigan, du Wisconsin et du Nevada. Donc, les 3 États lui font un total de 32 grands électeurs, ce qui le porte donc à 264 grands électeurs contre 214
74 pour Donald Trump. Il lui reste à peu près 3 grands électeurs pour être déclaré comme étant le futur président des États-Unis. Maintenant encore, on espère pouvoir avoir un autre pointage avant la fin de cette émission. Il nous reste à peu près 10 minutes si la réalisation le permet. On semble davantage se conforter dans cette victoire, hein, même si le candidat démocrate continue à appeler à la prudence et à la vigilance. Tout semble conforter sa grande victoire aujourd'hui, même si dans le fond, il va arriver avec, il faut le préciser, une chambre de représentants complètement acquise à la cause des Républicains, mais également une chambre, du moins ce Parlement, complètement acquis à la cause des Républicains, puisque également on renouvelait au niveau du Parlement et du Congrès. Écoutez, le président qui sera proclamé élu prendra ses responsabilités, il va gouverner les États-Unis d'Amérique. Nous, ce que je dis encore une fois, c'est que je préfère que les élections américaines nous inspirent. Je ne veux pas commenter la politique intérieure des États-Unis. C'est parce qu'on vous demande de mettre ça. Vous me demandez de porter un jugement de valeur sur le vote qui s'est exprimé là-bas. C'est un vote. Alors ça, donc, bref, comme tu n'as rien à dire. Je dis, le mandat que le R, c'est que j'ai dit de faire le mandat que le R peut s'adhérer en bas dit le mandat comme le il n'a pas le droit de venir commenter je suis suffisamment grand pour qu'on me donne un mandat dans le sens que vous indiquez. Non, c'est pas ce que je ne sais pas. C'est pas ce que je sais prendre ma responsabilité. Moi, je pense que je n'ai pas d'observation à faire sur le déroulement d'un scrutin dans un pays qui, au demeurant, est un nouveau partenaire de développement. Maintenant, ce que je souhaite pour mon pays, c'est qu'on s'en inspire pour voir comment ça se passe. Améliorer notre système alors. Pour améliorer, pas notre système, pour améliorer l'éducation. Très amélioré. Non, pour améliorer l'éducation des personnes qui participent au déroulement du scrutin chez nous. Lorsqu'on proclame un résultat, vous allez devant l'instance établie, on dit que vous avez perdu, vous respectez et vous alliez au président élu pour défendre votre pays. Je suis d'accord avec ça. Voilà tout ce que je vais faire comme observation. Dans les prochains jours, je suis presque certain que malgré tout ce que vous observez là-bas, dès que le président sera proclamé élu, on se mettra derrière lui pour défendre la position des États-Unis. Les États-Unis nous montrent la démocratie en l'état pur, avec ses spécificités, avec sa particularité aussi, mais davantage c'est les États-Unis qui sortiront grands vainqueurs dans l'ensemble de ces élections-là. Yes, of course, it is their elections, and we are just happy witnessing that there at least you have democracy which is being lived. It's not like what obtains maybe back here home. We have seen that the Republican Party is leaving the seat to the Democratic Party, and that is what we want. We want things to alternate. We don't want a system that will stay indefinitely on power. They should be able to change hands, as we are seeing what is happening in the United States. That is exactly what we decry. Alors, on annonce donc également, les informations nous arrivent au compte-gouttes, hein, on est pratiquement dans les dernières heures de cette élection présidentielle aux États-Unis, alors que le dépouillement des votes se produit ou se poursuit en Pennsylvanie. Le candidat président sortant, Donald Trump, dépose un recours pour suspendre le dépouillement en Pennsylvanie. C'est une information qui nous arrive à l'instant également. Donc, il dit d'ailleurs que le phénomène, le scénario catastrophe de sa défaite à cette élection n'arrivera pas et que ce n'est pas maintenant qu'il devrait perdre l'élection. Ce sont ses propos, je les prends tels qu'ils arrivent dans notre prompteur, dans notre contrôle ce soir. C'est un scénario qu'on n'avait pas attendu, mais qui est là tout de même. Mais au finish, c'est la démocratie américaine qui sont victorieuses. Dès lors que ce qui se passe est conforme aux institutions américaines, au monde, à leur mode de fonctionnement, nous n'avons rien à dire. Nous n'avons rien à dire. Nous pouvons tout simplement regretter que ce que nous voyons nous montre que l'homme, c'est l'homme partout. Et que bon, on avait à l'idée de nous auto-flageller
en considérant que les autres font comme si. Moi, j'ai autre chose à dire. Je suis de ceux qui voient que les élections américaines déterminent un certain nombre de choses dans le monde. Ce n'est pas anodin. Vous savez très bien que le conflit israélo-palestinien a régulièrement évolué en fonction des élections. Et il a suffi, par exemple, que M. Trump arrive avec une certaine vision très unilatérale des choses pour décider que l'ambassade des États-Unis n'est plus à Tel Aviv, elle va à Jérusalem, un peu comme pour reconnaître et aller dans le sens de la droite israélienne, qui pour elle, la capitale de l'État d'Israël, c'est à Jérusalem. Alors que pour le monde entier, ça devrait être à Tel Aviv parce que ça participait à la résolution ou à l'apaisement des tensions. Donc vous avez très bien vu que le conflit, la guerre civile angolaise s'est terminée après qu'il y ait eu un changement de président aux États-Unis et que M. Bill Clinton ait trouvé que les États-Unis n'avaient aucun intérêt à continuer à alimenter une guerre en Angola qui ne servait à rien parce que de toutes les façons, Savimbi ou Dos Santos au pouvoir, ils sont capables de venir exploiter le pétrole. Ce n'était pas nécessaire d'entretenir autant de morts. Et il a lâché Savimbi, ça a permis à l'Angola de retrouver la tranquillité. Vous avez très bien vu que c'est sous les républicains et en particulier M. Donald Trump qu'on a eu M. Tibor Nagui qui s'implique dans la déstructuration de l'État du Cameroun. Nous ne pouvons pas être, nous ne pouvons pas avoir les bras croisés. Quand on a vu la manière ostentatoire avec laquelle M. Tibor Nagui s'implique dans les désordres que les désordres que les anglophones qui sont basés aux États-Unis organisent. J'ai bon espoir et c'est pour cela que je souhaitais que M. Trump soit battu. S'il est battu, ce serait quelque chose qui peut nous permettre d'envisager une autre relation entre les États-Unis et le conflit anglophone qui règne au Cameroun. Peut-être que l'administration américaine pourrait comprendre les invitations que l'État du Cameroun leur adresse depuis un certain temps à ne pas habiter ceux qui parlent de la sécession au Cameroun. Eux qui ont souffert de la guerre de sécession, d'une part. D'autre part, à ne pas recevoir les vagabonds camerounais qui, au nom de la recherche de la légitimité, parcourent tous les palais à l'étranger parce qu'ils alimentent, ils vont venir essayer de renverser les élus ici, en faisant ce que Maître Tegem et M. Michel Salah ont dit, c'est-à-dire en violent le minimum de consensus. Merci beaucoup à vous tous, messieurs, d'être venus encore ce soir dans le cadre de cette émission Tout au clair sur la télévision du Monde. Deux sujets étaient au menu de cette émission. Nous avons parlé justement de cette situation, de ces bombardements qui explosent à la capitale politique du Cameroun. Nous avons également fait un tour aux États-Unis d'Amérique pour aller comprendre les tenants et les aboutissants, les enjeux de cette élection présidentielle. Je rappelle que pour l'heure, d'après le dernier pointage mis à jour, il y a à peu près 27 minutes, le candidat démocrate Joe Biden est en tête. Pour ce qui est des grands électeurs déjà obtenus, il compte à cette heure 264 grands électeurs contre 214 pour le candidat républicain Donald Trump, par ailleurs président sortant, qui entend pouvoir saisir les instances juridictionnelles de son pays pour contester les élections dans plusieurs États. Il a d'ailleurs introduit un recours pour suspendre le dépouillement en Pennsylvanie. C'est un État clé également qui pourrait donner plus d'ampleur à cette élection présidentielle. Mais je rappelle que les choses semblent se préciser à cette heure de la soirée. D'ici à là, nous aurons certainement le nom du grand vainqueur de cette élection présidentielle aux États-Unis d'Amérique. On pourra donc savoir
de Donald Trump ou de Joe Biden, qui sera le prochain locataire de la Maison-Blanche aux États-Unis. Mesdames et messieurs, c'est avec cette information que nous reformons cette édition de Tout au clair de ce mercredi. Merci à vous tous de nous avoir écrit ce soir, d'avoir été de nous dans le cadre de ce programme. Merci surtout à l'équipe technique qui nous a accompagnés. Merci à Michel Moussala, maître Richard Tamfou du MRC, maître Georges Tegen du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, et bien évidemment à notre consultant, Abel Lindoulet, qui était encore là ce soir. S'il plaît à Dieu, retrouvons-nous lundi, mardi et mercredi de la semaine prochaine pour débattre encore dans le cadre de Tout au clair sur la télévision du monde. Mesdames et messieurs, d'ici à là, portez-vous bien, restez en compagnie des programmes qui se poursuivent. Bonsoir à toutes et à tous.